Chiller chez Boulay aujourd'hui avec deux amis, avec Arnaud Gascon-Nadon, Pat Côté, yes. Deux gars à la retraite maintenant. Pat, évidemment, arts martiaux mix. Arnaud, une sphère que je connais un peu, ancien joueur de foot pro qui a eu tout un vécu aussi. Puis deux gars à qui je m'identifie beaucoup puis que j'apprécie parce que vous vous réinventez dans plein d'autres sphères. Vous avez la fibre entrepreneuriale aussi. Puis il y a plein d'affaires qui se passent dans vos vies. Puis j'ai hâte de vous en parler. Puis sur RDS ou Journal de Montréal, je me souviens plus. Mais anyways, où tu disais que la paternité t'a changé. Tu sais, toi aussi, dans ton documentaire, tu le parles. Moi, je l'ai vécu aussi. Auriez-vous été capable d'avoir des enfants puis d'aller te battre dans l'octogone ou d'aller casser des gueules sur le terrain de foot? Aurais-tu été capable de faire ça? Ben, je regarde des gars qui le font, puis je me dis que c'est faisable, mais je le vois vraiment pas comment j'aurais réussi. Mais on dirait que c'est ce que ça t'amène. Là. Moi, j'avais peur d'avoir des enfants pendant que je jouais. Ouais. Peut-être que j'étais pas là, j'étais pas prête pour ça. Peut-être qu'il y en a qui ça les affecte vraiment pas, même qu'à la limite, je le voyais comme une source de motivation. Peut-être qu'il y en a qui arrivaient sur un terrain et disaient ben moi, je joue pour mes enfants. Ouais. Moi, je joue pour offrir quelque chose à mes enfants plus tard. Fait que je le voyais. Là, mais moi, ça me faisait peur. Là. Moi, aller me lancer sur un terrain à vouloir fendre tout le monde puis risquer de me faire fendre en regardant mes enfants. Puis c'est ça la même affaire. Puis d'ailleurs, je pense que je t'en avais parlé au podcast, mais moi, ça me traumatisait en tabarouette. Le combat... rentrer dans un ring, fermer la porte puis que ton enfant soit en première rangée, moi je le voyais pas pantoute. Là. Moi, c'est ce qui me fascinait de ça. J'ai vu du monde faire ça puis je le comprenais pas. Tu vois, il y en a qui vont faire ça pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Moi, j'ai arrêté de me battre justement pour mes pouvoir enfants, être pour là. Ma famille. C'est ça. Pour avoir toute ta tête, pour avoir être capable de te pencher puis de jouer avec eux autres. Exact, absolument. Puis veux pas, c'est un sport. Ce que je faisais, moi, c'est un sport qui est ultra égoïste. Faut que tu penses à toi en premier pour performer. Puis avoir une famille dans ce temps-là, moi, je pense ça fait longtemps que j'étais prêt à avoir des kids. Moi, si j'avais trouvé la bonne fille, j'aurais eu des kids là, très longtemps, probablement. Mais quand je regarde ça aujourd'hui, je pense que je les ai eus exactement dans le bon moment de ma vie, de ma carrière aussi. Avoir une... Je trouvais ça difficile. C'est sûr, j'étais rendu en fin de carrière, là, mais quand j'ai eu ma fille, je trouvais ça difficile le matin, partir toute la journée, puis revenir, puis des fois, pas la voir de la journée parce qu'elle se levait quand j'étais parti, puis elle se couchait quand je revenais. Je trouvais ça rough. Mais tu dis, c'est vrai, il y a un côté égoïste quand tu es athlète professionnel. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Il faut que tu priorises ton sport, il faut que tu priorises ta shape. La famille passe en deuxième. Puis moi, il y a eu... Je me souviens exactement où j'étais. Là. J'étais dans l'auto. Ma blonde était enceinte, puis j'ai commencé à réaliser, puis c'est pas le bon terme que je vais dire, mais j'ai senti que j'avais comme, il y a quelque chose, il y a eu une cassure à quelque part dans mon, tu sais, juste psychologiquement, j'étais rendu plus doux, tu sais, moins mean, comme, puis peut-être que c'était parce que c'était un personnage ou parce que j'avais besoin de projeter cette image-là pour me sentir en confiance sur le terrain, mais j'habitais à la prairie à cette époque-là, puis je me souviens, j'étais à lumière rouge, puis j'entends parler de la situation du docteur... Turcotte. Ouais. Et tu sais, c'est une lectrice de nouvelles à la radio qui raconte ça. Et j'explose en pleurs à la lumière rouge. Puis on dirait qu'à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai réalisé comme, OK, là, je vais avoir un enfant. Faut pas que, tu sais, d'être un tough sur le terrain versus être juste une bonne personne puis un bon père aimant. Il y en a plein qui sont capables de le faire. On dirait que moi, j'avais de la difficulté à saisir comment faire le switch. Puis d'ailleurs, ma carrière a duré 1 an après avec un enfant. Puis je ne l'attribue pas à ça. Puis j'étais rendu en fin de carrière, moi aussi. Mais c'est weird ce qui se passe des fois dans nos têtes quand on devient parent. T'sais. Ouais, mais tu sais, je sais pas comment ces gars-là, ils font, ou les filles aussi, ils font. C'est quand même pas juste des gars qui font ça, mais Serena a quand même beaucoup parlé de ça dernièrement aussi, d'avoir un enfant, puis d'être capable de continuer à faire son travail, puis de le faire à un haut niveau. Tu sais, comme quoi c'était différent de le faire pour une fille. Mais admettons que tu es moi, je vais prendre l'exemple d'un gars. J'ai vu le documentaire de Ric Flair il y a quelques années. Il y en a eu des enfants, mais il n'était pas là. Ah non, c'est ça. Il n'a jamais été là. Il y en avait, mais il n'était pas là. Fait que là, puis tu peux pas faire... Comment tu fais pour faire l'entre-deux entre ça? Il n'y a rien de plus narcissique qu'un athlète professionnel, juste par la nature même de son métier. Tu peux pas comme
faut que tu penses à toi. Moi, une phrase qu'on dit en anglais, c'était « Your body's your business ». Fait que it really is, tu sais. Fait qu'à un moment donné, si ta job, ton métier, c'est de t'occuper de toi, rien que ça, ben, c'est difficile. Moi, je le voyais pas. T'sais. Moi, je le voyais vraiment pas. Puis j'imagine qu'il y en a qui le font mieux que d'autres, mais... Ouais, mais tu sais, en même temps, puis je veux pas dénigrer le tennis, là, mais je veux dire, tu sais, on a fait des sports de contact, on a fait des sports dangereux pour la santé. Moi, quand j'ai pris ma retraite, c'est parce que je voulais pas... Tu sais, je me suis jamais fait passer le KO dans ma carrière, en 15 ans de carrière. J'ai été quand même assez... j'avais un bon menton, je comprends, là, mais j'ai quand même été chanceux en 15 ans de carrière de ne pas me faire en fait jamais coucher. Je me suis fait frapper fort quand même assez solide. Mais il reste que, moi, des images de moi knock-out à terre ou en convulsion, ça n'existe pas. Fait que moi, je me suis dit, tu sais, ma fille, quand elle va avoir 7-8 ans, elle va vouloir savoir ce que je faisais avant. Elle va aller regarder sur Internet, sur Google, elle va chercher, elle va voir des vidéos, elle va voir des images, mais jamais qu'elle va me voir, moi, à terre, knock-out, inconscient. Puis ça, c'était super important pour moi. Puis on dirait que ça a mis le point à la ligne, dire, OK, là, c'est assez, là. J'ai plus besoin de ça. Tu en as parlé, tu as dit, tu l'as nommé de façon intéressante dans ton documentaire. Je me suis inscrit sur Crave, là, juste pour toi, pour de vrai. C'était écœurant. Puis si tu l'as pas vu, va le voir. Moi, écoute, j'ai été craqué, j'ai été ému. Il est super bien monté aussi. Tu fais la narration aussi, puis t'es bon. Mais tu le dis que toi, tu voulais pas le combat de trop. Puis il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui s'y accrochent. Puis il y a une partie de moi qui les comprend. Parce que après ça, tu te pitches vers l'inconnu. L'après-carrière, puis toi, tu as une tête sur les épaules. Toi aussi, tu t'es super bien réinventé. Mais tu sais, je regarde ta fiche, Pat, man. 11 chirurgies, 8 au genou, 2 au coude, 1 à la main, 34 combats pro. Ça a pas je pense que le monde, c'est ça qui me fait capoter. Ça, c'est sortir genre le 100 combats de trop. Là. C'est ça. C'est quand même bien sortir. Puis il y a toute sa tête. Puis t'es pas défiguré, t'es pas... Mais tu sais, je pense que le monde ne réalise pas à quel point Pat Côté a été gros, pas juste pour les arts martiaux mixtes au Québec, au-delà de ça, comme dans un espèce de bâtisseur du UFC, de tracer la voie. Puis ce que j'aime beaucoup de ton docu, puis ça, tu sais, moi, t'es quelqu'un que je considère... On se connaît pas énormément, on s'est côtoyé souvent, on a plein d'amis communs, mais tu sais, le mot intégrité me vient en tête quand je pense à toi. Je pense que tu es un gars qui reste fidèle à ses valeurs. Puis ce que j'ai trippé de ton docu, puis si je me trompe pas, ton livre que j'ai pas encore lu, mais qui est sur ma to-do list, c'est que tu mets aussi en lumière le sport en général. Tu parles des autres athlètes qui ont été fondateurs là-dedans, David Loiseau, entre autres, Valérie Letourneau, qui d'autres? Il y en a plein. Dans mon livre, il y a aussi des combattants qui n'ont pas réussi à percer aussi. Puis là, je voulais me démontrer c'était quoi la différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. La ligne est très mince. C'est pas une question de talent. Puis tantôt, tu parlais du combat de trop, puis ça m'a ramené un souvenir parce qu'à un moment donné, on s'est déjà parlé, toi puis moi, à mon gym. Puis tu avais aidé à faire des chorégraphies d'un film sur le football. Puis tu m'avais dit que le coach des Alouettes avait dit « T'as l'air en shape, t'as-tu de revenir? » Puis j'ai dit « Étienne, tu t'ennuies pas de jouer au football. Tu t'ennuies du vestiaire, tu t'ennuies de la famille, tu t'ennuies. C'est de ça que tu t'ennuies. Mais quand tu reviens pour ces raisons-là, c'est là que c'est dangereux. Je veux dire, tu as été blessé. Tu t'ennuies de la table dans le dos. Exact. Moi, je vais toujours m'ennuyer de la marche vers l'octogone. 20 000 personnes qui crient mon nom au Centre Bell. Je vais toujours m'ennuyer de ça, mais il faut que tu prennes conscience que tu as vécu ces moments-là, puis ça t'appartient. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses attention si tu sois plus intelligent que le sport. Puis le combat de trop ou le match de trop, n'importe quoi, surtout dans les sports qu'on faisait, nous, c'est dangereux. Mais tu as raison. Moi, quand tu exprimes la marche vers l'octogone, moi, je ne sais pas pour toi, Arnaud, mais tu sais, dans un stade rempli à 25 000 personnes, aux États-Unis encore plus quand on était là-bas, tu fais un hit, tu fais une interception, tu gèles un gars, et là, la foule se lève, ça hurle, l'entrée sur le terrain, tu sais, comme... On ne vivra plus jamais ça. Puis en même temps, tu as raison, on est chanceux de l'avoir vécu. Mais tu sais, juste l'an dernier, la seule game de playoff que les Alouettes ont eu dans les dernières saisons, je suis sur le sideline, puis j'ai senti, tu sais, la foule hurlait tellement au kick-off, au botté d'envoi d'ouverture, que le sol, il shake, puis dans ma tête, spontanément, c'est comme si je veux revivre ça. Mais tu as raison, c'est pas pour les bonnes raisons. Je me vois pas à l'entraînement en train de me pratiquer puis d'étudier du film sur l'adversaire. Je veux juste me sentir comme un gladiateur une dernière fois, mais tu sais, on a quand même Si t'ennuies du sport, va avec ton gars te lancer au football au parc. C'est ça. C'est ça qui va nourrir ton manque de sport, mais le reste, c'est ça le danger des athlètes professionnels. C'est un rush d'adrénaline tellement high
que jamais tu vas être capable de retrouver ces sentiments-là. Ouais, moi, je l'ai cherché, puis je l'ai trouvé dans la drogue pendant un bout de temps, puis je suis convaincu, tu sais, puis la fibre excessive, je l'avais déjà, puis j'étais un peu fucké ces barres, mais cette espèce d'adrénaline-là, de thrill, de te mettre en danger, moi, je suis allé le rechercher là pendant un bout de temps. Arnaud, tu as une feuille de route particulière aussi. Toi, tu es allé à l'Université Laval, mais tu as fait une autre école avant. Ouais. Tu es allé à Rice. Peux-tu me parler un peu de... Parce que c'est un épisode que je connais peu de toi. Tu as déménagé au Texas. Tu as joué dans un bowl aussi. Raconte-moi un peu cette période-là. Moi, je suis un gars... OK, fait que je te ramène un peu à cette époque-là. C'était en 2008, je pense que je suis parti là-bas. J'étais pas le gars qui jouait au football comme avec le plan là, prédéterminé. M'en va faire ça, m'en va là-bas. Moi, je jouais au football. Je me souviens quand je jouais au football au collège Jean-Hearn. D'ailleurs, j'étais un nudiste aussi. Un nudiste aussi. David Loiseau aussi, by the way. C'est vrai, j'étais à l'école avec David Loiseau. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que quand j'étais là-bas, le Cégep du Vieux-Montréal m'approche pour venir jouer. T'sais. Puis je savais même pas c'était qui le Cégep du Vieux-Montréal. T'sais, c'est pour te dire un peu d'où je venais. Je faisais pas ça. Je jouais au foot, mais je connaissais pas j'avais pas tout en tête là, exactement. Puis après ça, bon, je m'en vais là-bas. Puis là, à un moment donné, là-bas, tu commences à voir qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont passé aux États-Unis, qui sont allés là-bas, puis le processus, puis Marc Santerre, puis il y avait une histoire. Fait que là, je me mets à rentrer là-dedans, puis à un moment donné, on commence à me dire que j'aurais peut-être des chances de jouer parce que je jouais, puis je m'améliorais, puis tu sais, comme ça allait bien physiquement, athlétiquement, tout fonctionnait bien. Mais c'était quand même un long shot un peu. Fait que là, moi, quand on me dit Arnaud, je pense que c'est un long shot pour toi aller aux États-Unis, pour moi, c'est genre l'inverse que ça fait. Ça fait fuck, faut absolument que j'y aille. Ouais. Fait que je me suis lancé sur genre un an là, non-stop à tous les jours au cégep pendant 4, 5, 6 heures. J'envoyais des courriels, j'appelais des écoles, j'allais faire des combines. J'étais rendu fou. Là. Je prenais une auto, m'en allais à New York faire un Nike Combine. Je me louais une chambre d'hôtel à New Jersey. Je faisais tout seul. J'étais mon agent. Tout à faire voir, là. Ouais, mais j'étais à une époque où il n'y avait pas beaucoup de ça. Tu sais, toi, tu es allé au prep school directement en sortant de Jean-Hearn. J'ai eu la même espèce d'approche, tu sais, où moi, dans mon plan, c'était d'aller aux States, puis j'ai fait mon propre recrutement. J'ai envoyé des tapes un peu partout dans le but que quelqu'un me voit. C'était ça à l'époque. Là. Puis c'était encore ça, moi, après toi. Là, c'était vraiment... Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui comme structure là, pour aider les jeunes. Fait que moi, j'ai fait ça. Puis à un moment donné, écoute, je me souviens, je suis allé à Toronto un vendredi soir C'était-tu le Ron Dias? Oui, exactement. J'étais comme un peu, je sais pas ce qui va arriver, tu sais, je sais pas, on va voir. J'avais une offre d'une place North Dakota, j'avais une autre offre d'une autre place. Je me disais, je sais pas trop si je vais faire ça ou quoi finalement. Puis là, je m'en vais là-bas, puis il y a Team Québec le lendemain matin à 8h le matin. Puis moi, j'étais comme, moi, je veux vraiment aller au truc à Toronto. Fait que je m'en vais là-bas. Puis là, à la fin, il y a un coach de l'Université Rice, que je me dis, bon, l'université qui a un nom de riz. Je me dis, c'est quoi cette place-là? Je me dis, quoi cette place-là? Qui me dit, écoute, t'as gagné 27 des 28 one-on-one. J'ai vraiment tout vu. Là, j'étais là, OK, ouais. OK. Puis il dit, j'aime vraiment ça. Puis il dit, on est supposé d'avoir le retour de nos joueurs, voir s'il peut continuer à jouer ou non. Puis sinon, je t'appelle. Une semaine après, il m'appelle et il dit, j'aimerais ça t'amener pour une visite. La semaine d'après, je visitais. Je me faisais offrir en comme 14 jours. Genre. Ouais. J'étais chez nous je m'en vais visiter à Houston avec mon père. Il fait 120 degrés. Si on ressort de l'avion, on a une claque. Ça fait tellement chaud là-bas, c'est épouvantable. Puis une offre de scholarship. Puis un mois après, j'étais en résidence. Ça a déboulé vite. Bang, 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 tout tellement vite. T'sais. Puis ils m'ont dit, viens-t'en au mois de mai. Là. Viens faire ton été ici. Tu vas t'entraîner, tu vas aller à l'école, tu vas commencer tout de suite. Parce que t'intégrer avec l'équipe. Oui, parce que je pense que les autres, ils disaient, on aimerait ça peut-être qu'ils jouent en commençant. Fait que j'ai commencé. J'ai été là-bas fin mai, je me souviens, j'étais là-bas. Écoute, des paysans, plus des paysans que ça, tu meurs. Puis, du Québec au Texas, là, c'est comme deux pays de différence. Là. Ah ouais, c'était fou. Là. Je me souviens, écoute, là, première nuit que je m'en vais là-bas, mon vol était supposé d'arriver à 4 heures le soir à Houston. Je me faisais ramasser par un membre du personnel de l'équipe. Finalement, dans ces régions-là, il y a beaucoup d'ouragans là, régulièrement. Là, au Texas, le golfe du Mexique qui est vraiment très propice à ça. Fait qu'ils ont eu une espèce d'ouragan. Les avions ne pouvaient pas atterrir. Fait que là, moi, je vole en haut de Houston pendant genre 1h30.
on le sait pas, tu sais. Puis j'ai pas de téléphone, moi, là. Je suis dans l'avion. Tu vois, j'ai rien. Ouais. Fait que, là, je suis 1h30 en retard. Le gars, il doit capoter. Ah ouais. Là, j'atterris. Je pogne un téléphone public, je pense, ou monte. Et je me dis, j'ai des interurbains pour payer ça. Moi, je vais pas interurbain public. L'autre bord, le téléphone, tu sais, où j'appelle pour les faire payer. Puis là, il m'appelle. Puis il dit, ouais. Je dis, là, écoute, j'ai atterri à Austin parce que l'avion ne pouvait pas atterrir à Houston. Fait que je sais pas ce qui se passe, je te donne des nouvelles. Il est comme, OK, c'est bon. Finalement, il y a un shuttle, un autobus qui m'amène à Houston. Ça, c'est la première journée que je suis arrivé, là. Ça part mal. J'arrive à genre 1h du matin. Le gars, il est là, il m'attend, il vient me chercher, il est tout poqué. Il dit, bon, c'est bon, il est temps, je vais t'amener aux résidences. Il fait noir comme chez le loup, je vois pas les résidences, rien. Il m'amène dans une chambre, pas de drap, pas d'oreiller. Il dit, bonne nuit, on vient te rechercher dans 5 heures. Les matelas en plastique, là, un peu, là. Là, j'étais là, non, moi, je retourne chez nous. Ça, c'est malade. Finalement, c'est ça. Là. Après ça, tu t'acclimates, puis tout ça, mais ça pour dire que j'ai décidé de revenir. Après 1 an? Ouais, c'est ça. Pourquoi? C'était trop, man. J'étais pas là. J'avais 18 ans. Comme je te dis, le processus s'est fait tellement rapidement. Il a fallu que je prenne une décision. T'sais, moi, c'est niaiseux, mais. Mais à un moment donné, je veux dire, je comprends tout ça, mais c'est-tu parce que. Puis ça, que ça cliquait pas avec les autres gars dans le vestiaire? Parce qu'à un moment donné, mettons, t'arrives dans une équipe, si ça clique, puis ça blende. Ça cliquait. J'étais juste. Je revenais à la maison, puis j'étais tellement triste de repartir. J'avais ma blonde à Montréal. J'étais comme très attaché aussi à la culture francophone. Puis Rice, c'est pas là où Glenn a coaché aussi? Il a coaché à Houston, lui. Il a coaché à Houston. Juste l'autre bord du bayou. Ouais. Rice, c'est comme un peu l'école très académique là, de Houston. Là. Ils appelaient ça Harvard of the South. Okay. Fait que pour ça, c'était vraiment le fun. Là. Académiquement, c'était vraiment le fun. Mais moi, j'étais là pour le football. Moi, j'étais juste pour le foot. Puis le foot, c'était semi là-bas. L'université, souvent, elle poussait pas vraiment pour le foot parce qu'elle était très académique. Fait qu'on était un petit peu comme tout le temps rétrogradé vers l'arrière de la... Puis au Texas, t'as d'autres powerhouses. T'as Texas A&M. Et c'est long, là. T'en as plein. Tout en division 1. Ouais. On était comme la 7 ou 8e choix en division 1. Ouais, Texas A&M, t'as Houston, t'as TCU, t'en as, là. Puis t'as Oklahoma State, juste en haut. C'est fou le bassin là-bas, là. Mais... Puis t'es revenu avec le Rouge et Or, t'as tout cassé là-bas. Ouais, c'est ça, exact. Ah, écoute, moi, quand j'étais revenu, là, eux autres, ils trippaient pas. Là. Ils me voyaient dans... J'étais supposé être partant à ma 2e année, tu sais. Ouais. Moi, j'ai dit non, je recommence pas ça marchait pas. Mais en tout cas, il y avait plein de facteurs à l'époque. Je le sentais pas. Moi, je me voyais pas avec une blonde anglophone. Je me voyais pas travailler dans le pétrole. Je la voyais pas, la finalité de ça. Ah, mais quand t'es pas bien, t'es pas bien. Blonde plate, tu vois. Non, mais c'est con. Le chapeau de cowboy. Il dit, souvent, les gars qui finissaient, ben ils s'en allaient à un stage direct dans une compagnie de pétrole. Tous les anciens étaient là-dedans. Moi, j'ai amené mon... J'ai pas tant d'expérience avec le Texas. Je sais pas si t'es déjà allé, Pat, mais moi, j'étais allé une fois l'an dernier. Ouais. J'ai amené mon père, c'était une espèce sur ma bucket list, amener mon père à Dallas voir une game parce que je suis tombé en amour avec le foot en écoutant les Cowboys dans le temps qu'il y avait Emmitt Smith puis Troy Aikman puis qu'ils gagnaient dans les années 90. Puis je dis dans le temps qu'ils gagnaient parce que c'est plus périlleux ces temps-ci. Mais moi, je les encourage avec un sac sur la tête. Mais écoute, on avait un chauffeur, Uber driver, qui nous amène à un restaurant puis qui nous ramène. Puis on commence une conversation, on parle juste du open carry, des guns. Mm-hmm. Puis tu regardes juste le clash de mentalité. Le gars, il nous parlait que dans son quartier, son voisin, il y a eu un breaking and entry. Il y a quelqu'un qui a une invasion de domicile. Puis son voisin a tiré les gars. Ouais. Puis il était jaloux de son voisin. D'avoir tiré? Ouais, d'avoir pu tirer d'autres humains. Puis légalement, puis je l'écoutais, puis t'es comme, man, tu sais, genre, I envy that motherfucker. Tu sais, comme, I pray somebody breaks in my house. Puis je suis comme, tabarnane. Ah, c'était un autre dimension. Là-bas, t'as le droit de battre ta femme aussi si t'es marié, hein? Quoi? Parce que si elle t'a marié, elle savait à quoi ça Mais non, c'est sérieux, ça? Ouais, mais ça, c'est des espèces de vieilles lois qui sont plus applicables. Aujourd'hui. Ça se peut pas. Ça pas de ça. T'as le droit d'avoir des guns, t'as le droit de battre ta femme. Il y en a qui trouvent que c'est le paradis. Mais moi, je trouve que c'est ça. Non, mais je pense pas de même. Tu sais, mettons, là, moi, j'étais là, puis moi, j'avais peur de me promener. J'avais peur d'une affaire quand t'envoies chier quelqu'un un feu rouge, comme tu fais ici au Québec. Non, là-bas, ça marche pas. Là, moi, j'avais peur de ça. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver ça à un moment donné? Là, je crois que la mauvaise personne, fini. Puis tu te sens toujours... T'es toujours un peu plus à l'aise quand t'es chez vous. Le fait qu'on soit au Québec, même si c'est une région au Québec que tu connais moins, tu te sens plus en confiance que quand t'es expatrié.
Tu connais les traditions, tu connais les mœurs. Je veux dire, tu sais, à moins que tu t'en ailles dans des ruelles à Montréal, là, tu sais que même si tu parles à quelqu'un ou tu envoies promener quelqu'un qui t'a coupé sa lumière rouge, je ne vais pas te sortir. Il y en a des belles ruelles, hein, par chez nous, si tu veux, je vais t'en montrer. Des ruelles vertes qu'on appelle vertes. C'est vraiment cool. Pat, de ton côté, tes débuts dans l'UFC, c'est complètement irréel. Absolument. Tito Ortiz, premier fight, tu acceptes ça à 4 jours d'avis. Puis tu sais, je comprends que dans ta tête, c'est une opportunité en or. Y a-tu une partie de toi qui a fait comme, man, je suis peut-être en train de me tirer dans le pied parce que si je me fais écraser par Tito first fight, j'aurais peut-être pas une autre opportunité de rentrer? Ben, de toute façon, c'était ça qui était supposé arriver, là, de me faire démolir par Tito. Puis j'ai pas eu le temps de penser à ça. Tu sais, l'avantage que j'ai eu dans ce combat-là, c'est que c'était arrivé justement 4 jours avant. Fait que j'ai pas eu le temps de penser. De suranalyser. Que pendant des mois, je vais me battre comme mon idole, je vais me battre contre le gars que j'ai appelé le même nom que mon chien. Je vais appeler. Je veux dire, c'était un gars que j'ai regardé. Tito ou Ortiz? Tito. Le gars était sur mon screensaver à tous les matins. Je veux dire, j'ouvrais mon ordi. Fait que j'ai pas eu le temps de penser à ça. Ça m'a pas eu le temps. Dans ma tête, moi, j'ai cligné des yeux. Il était en face de moi. J'ai recligné des yeux. C'était fini. Puis, sauf que. Parle-moi du face-à-face. Le premier face-à-face avec lui. Moi, au Canada, je me battais chez les poids mi-lourds à 205 livres. Puis, tu sais, j'étais pas un gros mi-lourd, mais tu sais, au Canada, puis dans ce temps-là, en 2004, il n'y avait pas les connaissances de déshydratation, puis de coupe de poids, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, tout le monde se battait à peu près au poids qui était normalement. Quand j'étais arrivé face à Tito, lui, qui est un lutteur depuis très, très longtemps, là, il était énorme. Là. Je veux dire, en plus, il a une grosse tête, là, il est dur à manquer, là, mais il est énorme. J'étais arrivé, je l'ai vu à l'hôtel là, quand on est arrivé. Puis mon coach m'a regardé et dit, t'as pogné de quoi? J'ai dit, T'essaies de la jouer cool, mais. Ah non, ça va pas dans l'heure. Ils sont forts! T'essaies de la jouer cool, man. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, puis t'as dit exactement le mot parfait, c'est opportunité. Tu sais, moi, je crois pas à la chance dans la vie. Là. Je crois aux opportunités. Tu le prends pas. Puis aujourd'hui, tu sais, quelqu'un va me dire, tu sais, je suis chanceux d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, d'avoir ce que j'ai matériellement. Mais je peux te dire que si j'avais pas pris la décision d'accepter ce combat-là à 4 jours d'avis, que tout le monde avait refusé avant moi, j'étais le dernier qui appelait dans le roster. Je m'étais jamais battu au UFC. C'était mon premier combat. Fait qu'ils ont essayé de trouver un remplaçant qui était sur la carte, puis il y en avait d'autres mi-lourds sur la carte. Ils ont tous dit non. Moi, j'étais le dernier. J'étais supposé me battre le premier combat de la sous-carte. Fait que vraiment, j'étais le dernier de la liste qu'ils ont appelé. J'ai dit oui, puis j'ai sauvé le show un peu parce que dans ce temps-là, tout était misé sur Tito Ortiz. C'était en UFC 50. Là, fait que c'était pas populaire comme aujourd'hui. Fait que, puis tu l'as pincé rapidement là, écoute, il a touché au sol. Là. Absolument, puis une chance qu'il s'est levé. T'as dit ça, puis explique-moi pourquoi une chance qu'il s'est levé, parce que à 30 secondes du combat, tu y passes une droite par-dessus sa main à lui, puis il met les genoux au sol. Boum! C'est drôle parce que la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie, dans ma carrière, c'est de perdre un combat, puis c'est ce combat-là. Parce que, tu sais, moi, j'accepte le combat à la dernière minute. J'étais supposé me battre dans les mi-lourds au UFC, mais tu sais, là, je me suis rendu compte que, de un, je n'étais pas dans la bonne catégorie de poids si je voulais performer au niveau international. Après ce combat-là, j'ai descendu à 185 dans les poids moyens. Je n'étais pas rendu à ce niveau-là non plus. Tito Ortiz était comme le poster boy, l'ancien champion du monde. Admettons que je pète Tito Ortiz, mettons, il ne se relève pas. Là. Je suis vraiment dans le trouble. Là, parce que là, tu pognes la grosse tête. Ça, dans ce temps-là, tu avais des Vitor Belfort, des Randy Couture, des Chuck Liddell. Je veux dire, je n'étais pas prêt pour ça. Là. Je veux dire, moi, j'ai eu une opportunité, puis ça a donné que c'était my night. J'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Tout le monde savait j'étais qui après. Mais gagner face à Tito Ortiz, jamais j'aurais eu une carrière comme j'ai eu, là, parce que ça aurait été trop vite. Sauf que j'ai eu une opportunité de monter la première marche peut-être à coup de 2. Mais après ça, il fallait que je continue un par un parce que sinon, ça aurait dégringolé. Ton line-up de gars contre qui tu t'es battu, il est impressionnant en tabarouette. Tito Ortiz, pour commencer. Tu as eu Thiago Alves aussi. Tu as eu Anderson Silva. Anderson Silva, ça a été décevant comme combat parce que tu t'es pété le genou. Écoute, c'est des images qui sont... On voit rien de graphique, mais c'est dur à regarder parce qu'un gars qui tombe sans s'être fait frapper, tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche, tu sais. Ou bien non, l'autre est vraiment fort, là. C'est ça. Darth Vader. Mais honnêtement, ce qui est le plus décevant là-dedans, c'est que c'est arrivé au plus grand moment de ma carrière. Je veux dire... c'était mon combat de championnat du monde. J'arrive, puis je perds par une blessure. Honnêtement, là, puis c'est vrai. Puis le monde dit j'aurais bien mieux qu'il me knock que ça se termine avec une blessure. Au moins, il y aurait eu
une fin à cette histoire-là. Ouais. Il y a comme tout le temps eu une unfinished business. Ça ne m'a jamais empêché de dormir. Mais j'ai jamais dit que j'étais en train de gagner le combat, mais j'étais certainement pas en train de le perdre. Ça, je le sais. Parce que moi, j'étais un cogneur. Fait que tant que le combat reste... une chance. Exact, il reste. Fait que j'aurais pu te clipper à un moment donné. Puis ça allait bien. Puis là, on était rendu au 3e round. J'étais le premier combattant au 3e round. Tu l'as montré pendant la pause aussi. J'ai montré par la caméra. Puis ça, je l'avais prévu aussi. Si je m'arrêtais au 3e round, j'allais faire 3, mais je savais que mon genou était tout pété. C'est plate. Quand j'ai commencé le 3e round, je savais que mon genou était fini. Ah ouais, hein, c'était à cause de ce qui s'est passé dans le combat ou à cause de l'usure d'avant? Dans le milieu du 2e round, j'ai glissé sur le logo, moi. Dans le milieu de l'octave, mon genou, il a snappé là. Puis dans la deuxième partie du 2e round, mon genou, il disloque à peu près 2-3 fois. Tu le vois, là, à un moment donné, quand tu le sais. Là, mais ton ACL n'était plus là. Le ACL n'était plus là. Ouais. Puis j'étais arrivé dans mon coin et j'ai dit, mon genou, il est fucked up. Là. Sérieusement, là, mon coach, il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, tu veux qu'on lance la serviette? Je dis, regarde, je vais y aller, je vais essayer de lancer un Hail Mary, je vais essayer d'amener le combat au sol ou quelque chose comme ça. Et puis, aussitôt que j'ai essayé de rentrer en dedans, j'ai mis tout mon poids sur ma jambe droite, puis mon genou et mon tibia, j'ai senti, ils sont venus un à côté de l'autre. Fait que tout a arraché. Puis, tu sais, j'ai reçu bien du hate après ce combat-là. Pas longtemps, mais peut-être pendant un mois de temps. Tu sais, le monde disait que j'avais peut-être faké ou des affaires de même. De un, c'était un combat de championnat du monde, tu fakes pas de perdre. Puis en plus, j'étais pas en train de. Non, puis ça allait bien, puis t'es pas en train de. C'est ça. Non, mettons, tu te fais démolir, tu sais, c'est une chose. Parce que, tu sais, moi, je suis sorti sur mes 2 jambes. Là. Mais tu sais, un ACL, quand tu le pètes, là, ça fait mal pendant 2 minutes. Mais après ça, c'est juste parce qu'il est instable. Fait que si tu marches en ligne droite, ça fera pas mal. Aussitôt que tu twistes, là, il va disloquer. Mais tu sais, moi, je suis resté out pendant 1 an et demi. Là. Ça a été long, ma réhabilitation. Là. Vraiment, vraiment long. Là. Ça a-tu été, je ne vais pas dire le début de la fin, mais ça a-tu été quelque chose qui a été, après ça, difficile de revenir à un niveau élite là, pour des combats de championnat? Ben oui, parce qu'après ça, j'ai perdu mes 2 combats après, puis je me suis fait mettre dehors du UFC. Ouais. Puis en 2010, puis après ça, ça a été rough. Là, pour moi, j'avais 30 ans, ça a été extrêmement difficile moralement et sur l'orgueil aussi. Puis quand j'ai décidé, j'ai laissé passer le temps, 3 mois de temps, j'ai dit, j'irai pas au gym pendant 3 mois de temps. Comme ça, je vais savoir si ça me tente de bâtir une fiche pour me faire rappeler au UFC. Puis quand je suis retourné au gym après 3 mois, j'ai mis le pied sur le tapis, puis là, que je suis comme, OK, I'm back. Okay, là, ça me tente. Mais tu sais, premier combat que je fais sur ma séquence de retour, je me bats devant 1500 personnes à Blainville. Là. 2 ans avant, je me battais pour le championnat du monde devant 20 000 personnes à Chicago. Humilité, tu sais. Moi, te le dire, là, faut que tu te places ton orgueil à quelque part de bien solide parce que c'est rough. Mais ça, ça a dû être une bonne pratique pour. Je pense qu'on est 3 personnes qui ont été capables de bien se placer les pieds après la carrière. Je nous considère quand même relativement polyvalent. Toi, Arnaud, moi, je m'identifie à toi parce que je trouve que tu es une personne qui me ressemble beaucoup dans le sens où tu as un côté très sportif et tu as un côté artiste aussi. Les deux, vous avez pas peur de donner vos opinions par rapport à ce qui se passe. Je trouve aussi qu'on se ressemble dans le sens où on s'est parlé politique. Il y a eu les élections américaines tout récemment. C'était encore un shit show et un train wreck ce qui se passe là-bas. Mais moi, je suis un de ceux qui pense que la vérité se situe souvent dans le milieu, alors que là, on est dans une période où tout est polarisé. C'est soit l'extrême gauche, puis c'est l'extrême droite, puis c'est tout des. Puis, fait qu'on a eu des discussions, toi puis moi. Comment vous voyez ça, tout ce qui se passe? On est dans une drôle de période. On est sur le point de peser sur un bouton reset à plein de niveaux, des enjeux sociaux qui sont importants. Mais il y a aussi une espèce de. Je trouve qu'il y a un côté inquiétant à tout ça présentement où il y a énormément de haine et c'est comme si on n'est plus capable de nuancer rien. Là. Non, c'est fou. Là. C'est un dark age, man. C'est vraiment... je sais pas comment on va se sortir de ça. Je sais pas. Je veux dire... Parce que de plus en plus, le monde font tout chacun pour soi. On parlait d'être égoïste en tant qu'athlète. Là, à un moment donné, c'est ton travail. Mais le monde est rendu de plus en plus égoïste en aussi. tant que société, ça. Puis j'en parlais dans mes conférences aussi. J'ai dit, tu sais, t'as bien beau penser que tu as beaucoup d'amis, là, mais un coup que tu tombes dans le trouble, tu vas t'apercevoir que t'en as pas tant que ça. Fait que, tu sais, le monde, il se fout pas mal de ce qui t'arrive si eux autres sont bien. Tu comprends? Fait que c'est ça qui arrive, je pense, aujourd'hui. Puis moi, dans ma carrière, j'avais compris qu'à un moment donné, tu sais, tous les athlètes, quand ils faisaient les conférences de presse, ils parlaient en mal de l'autre. Puis ils mettaient la lumière sur l'autre à la place de parler de qu'est-ce que les autres ils font de bien. Ouais. Là, après ça, moi, je me suis dit, OK, toi, tu fais une entrevue avec moi, mais je mets la lumière sur l'autre à la place de tout garder la lumière sur moi. Mais
pense en politique, c'est beaucoup ça aussi. C'est rien que ça. À la place de dire... On rabaisse l'autre pour se remonter. Exactement. À la place de dire, moi, je vais faire ça, puis... Mais non, tu gardes toute la lumière sur toi, puis tu en profites. Ben là, tu vas bâcher l'autre à côté, puis tu vas lui donner de la lumière qu'il n'a pas demandé. Fait que je trouve ça bizarre, cette espèce de relation-là, cette stratégie-là de rabaisser les autres pour te remonter, tandis que je pense que c'est plus bénéfique, surtout au niveau de l'opinion publique, de parler de toi, puis de dire ce que tu vas faire pour faire avancer les choses, puis te donner du crédit. Mais le monde a de la difficulté à se donner du crédit sur des bonnes choses qu'ils ont faites. Ouais, puis se rassembler aussi, tu sais. Il est passé où ce sentiment-là de créer des choses ensemble, tu sais, de ne pas être d'accord sur certaines affaires n'est pas nécessairement la finalité de notre association. Tu sais, mettons que, je sais pas moi, des partis politiques se mettraient ensemble là, dernièrement au Québec. Là, tel parti ne peut pas se mettre tel quel parti parce qu'on a trop des différences fondamentales. Trouver un terrain d'entente, on s'en fout. Il n'y a pas de... Ouais, au lieu d'highlighter toutes les places où il y a des différents, highlighter peut-être tous les endroits où on se rejoint. Exact, puis trouver une façon de rassembler le monde vers vous à la place de diviser. Mais ça, c'est un gros shift de mentalité. Puis pour faire tourner le bateau de ce côté-là, ça va prendre beaucoup, beaucoup de travail. Puis ça prend que les deux parties mettent du sien. Tu as dit quelque chose, Pat, sur le côté égoïste des gens. Puis j'y crois beaucoup. Je regarde, il y a une partie de moi qui regarde ce qui s'est passé avec tous les républicains versus les démocrates aux États-Unis, puis toute la gauche qui disait que tous ceux qui ont voté Trump, c'est des racistes. C'est ça, puis je me dis, attends une minute, il y a quand même 72-73 millions d'Américains. C'est pas tous des rednecks racistes épais, non scolarisés. Il y a du monde probablement sensé là-dedans, mais probablement que tu as raison, Pat, que c'est des gens qui se disent, ben moi, tous ces enjeux-là, ce qu'on lui reproche, puis avec raison, ça me touche moins parce que moi, mon petit noyau à moi, il fonctionne, ma job est safe, je paye moins d'impôts. C'est comme si les priorités ont changé, puis c'est plus comme si moi, je vais bien, je me fous d'un peu de... Je sais pas si c'est ça, je le vois pas de moi. C'est pas juste une question de priorité, c'est une question d'éducation aussi. Je veux dire, puis là, je vais généraliser, là, mais aux États-Unis, tu es éduqué en disant que tu es la puissance mondiale. Il n'y a personne qui est aussi fort que toi. Tu es le plus fort. Exact. Mais tu n'as aucune connaissance de ce qui se passe en dehors, par exemple. C'est ce que tu penses. C'est ça. Fait que ça dépend aussi de ton éducation. Je veux dire, la famille a quelque chose à faire, l'école a quelque chose à faire aussi au niveau de l'éducation pour que tout le monde s'ouvre sur le monde et qu'ils connaissent c'est quoi les vrais enjeux. Parce que si tu fais juste éduquer quelqu'un ou tes enfants sur une manière de penser, ben il y a bien des chances qu'ils s'en aillent directement dans un cul-de-sac puis qu'ils se fassent haïr du monde aussi. Oui, puis il y a aussi, je pense, que c'est important qu'il y ait différentes réalités, dans le sens qu'on peut le ramener au Québec ici, mais moi, j'ai une affaire qui me frappait dans l'élection américaine, c'est quelque chose qui se ressemble aussi ici, c'est que tu vois que toutes les villes votent démocrate, donc peut-être de ce qu'ils disent plus à gauche. Ouais. Puis dès que tu sors des villes, ça vote plus à droite. Ouais. Après ça, gauche-droite aux États-Unis, je pense que c'est plus rendu droite puis plus droite, là, mon avis à moi. Là. Mais ici, je veux dire, la CAQ aux dernières élections a été élue par l'entièreté de la province, sauf Montréal. Montréal n'a pas voté la CAQ, zéro. Montréal vote Québec solidaire, libéral, vote une réalité montréalaise. Puis là, après ça, tu sors de Montréal, puis va parler. Moi, j'ai joué à Québec. Va parler en Beauce de transport en commun. Ils en ont rien à battre. Ça les rejoint pas. Ça les rejoint zéro. Ça dit rien. Non, mais ça leur dit rien. C'est pas utile. Ça ne leur dit rien. Ils voteront jamais Québec solidaire. C'est impossible. Fait que de là à essayer de polariser les opinions ou de faire le monde de la Beauce et des épais parce qu'ils ne comprennent pas le transport en commun, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que c'est correct, qu'il y ait des différentes réalités. Puis comme aux États, les républicains, 75 millions de personnes que les médias traitent de tata, c'est du monde en tabarouette. Ouais, ça. Faites attention. Moi, j'ai une affaire que Rogan disait. Il dit il y a 1 million d'anciens soldats ici aux États-Unis. Si ça vous tente de leur dire qu'eux autres, c'est des niaiseux, là, attendez pas la dernière seconde parce que les autres sont tous armés jusqu'aux dents. Puis il n'y a pas avec ça là-bas. C'est ça. Puis c'est là que je trouve qu'il y a un danger. Puis tu as raison. On insulte. C'est le mépris, tu sais. Beaucoup. C'est exactement. C'est comme si on n'est pas capable d'avoir un dialogue juste ouvert de OK, pourquoi, qu'est-ce qui t'a. Au lieu de dire,
qu'est-ce que tu as apprécié du côté des républicains qui t'a poussé à voter là pour qu'on puisse comprendre, qu'on puisse trouver un terrain d'entente? Mais essayons de travailler ensemble. C'est ça l'affaire. Est-ce qu'on peut genre donner un peu à l'extérieur de la ville, mais aussi à la ville, parce qu'ils ont des réalités différentes, puis que le monde s'assoit, puis ils sont comme, toi, t'es pas un épais, puis moi, j'ai pas la science infuse, puis qu'on peut travailler ensemble. C'est la même affaire aux États. Écoute, ils sont rendus dans la rue à se taper sa gueule à cause qu'un dit que l'autre est épais. C'est malade. C'est correct de ne pas être d'accord. Là. Mais non. Je veux dire, t'es pas plus épais que pour d'autres choses. Je veux dire, je ramène ça au sport que je faisais. Il y en a qui n'aiment pas ce sport-là. C'est correct, c'est pas fait pour tout le monde. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a du monde qui font ce sport-là pour une raison, puis il y a un respect que tu dois donner aux athlètes qui font ce sport-là. Mais c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Quelqu'un va dire qu'il n'est pas d'accord avec toi, mais tu ne vas pas le puncher dans la face. Tu ne vas pas dire que c'est un cave. Il a le droit de ne pas avoir la même opinion que toi, mais le monde sont bien fermés sur leurs idées. Puis encore une fois, ils ont peur du changement, ils ont peur d'une réalité qui n'est pas la leur. Puis souvent, c'est ça. Ils se referment, puis ils se boquent, puis c'est du mépris envers plein de monde. J'écoutais, il y a un podcast que j'écoute, mais c'est quand même drôle, hein, parce que maintenant, les médias sont. Il y a toutes sortes de monde dans les médias. Là, il s'est rendu que c'est des humoristes qui font un peu tout. Là. Aux États, il y a un podcast, il y en a qui écoutent, que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle le Jimmy Dore Show. C'est un ancien humoriste qui maintenant fait juste un show de politique américaine. C'est un gars très au centre, puis très comme réaliste. Là. Il envoie chier tout le monde. Genre, il est très comme... Il étend vraiment bien ses insultes à tout le monde. Là, il dénigre pas personne. Non, tout le monde se fait ramasser. Puis il parlait récemment, parce que là, Trump continue à faire des trucs de législation. Là, comme là, il a permis le forage de l'Arctique. Comme essayer d'aller driller dans des zones préservées par... je sais pas, là, des organisations qui préservent la nature. Fait que là, il fait ça, lui, juste avant de partir, il dit « Passe un décret, merci, on s'en va driller l'Alaska, genre, on s'en va driller l'Alaska au complet avant que je parte, puis les fuck, ciao, bye. » Tu sais, c'est genre ça, là, mettons. Mais là, Jimmy Dore, il dit, fait que là, Obama sort un article la semaine passée qui dit « That's not normal », tu sais, de quitter de mauvaise augure de même, puis en plus de faire un décret de même. Puis là, Jimmy Dore ramène un article qu'Obama, en 2015, juste avant de partir, « Approves Arctic drilling », tu sais. Là, tu fais, guys, man, vous êtes toutes dans le même bateau. Ouais, c'est ça. Arrêtez vous êtes toutes pareilles. C'est toute la même affaire. Arrêtez, puis les médias de démoniser un bord, puis d'évangéliser l'autre. Tu dis, il n'y a pas un travail de recherche qui se fait adéquat là-dedans parce qu'ils ont toutes les mains sales quelque part. Puis je trouve qu'on se dirige, veut pas, puis la trame narrative de certains médias, c'est vraiment, ils contribuent à polariser les opinions c'est là que je m'en allais aussi. C'est les médias aussi. À un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses, mais il y en a qui ont des opinions juste avec ce qu'ils entendent à la télé aussi. Ils ont une intention en rapportant ce qu'ils voient. Fait que c'est ce qui fait que ça va... C'est même pas les faits qu'ils rapportent. Ils rapportent vraiment une opinion qui est biaisée par moment. Puis moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir... Tu sais, je te dis pas que Donald Trump n'est pas dangereux sur Twitter avec toutes les folies qu'il dit. Je crois qu'il l'est. Mais j'ai quand même un volet de moi qui fait comme... J'ai de la misère avec la censure. Tu sais, de plus ça va, plus les Facebook, Twitter de ce monde vont censurer des comptes. Puis je pense qu'ultimement, on doit enseigner aux gens à être capable de faire la part des choses, de lire un tweet de quelqu'un puis de faire comme « Hey, attends une minute, je vais prendre un pas de recul parce que ce qu'il dit est faux » au lieu de fermer le compte. Tu sais, parce que... Faire confiance au monde sur leurs propres décisions aussi. Oui, puis je comprends qu'il y en a qui sont peut-être plus fragiles puis vulnérables que d'autres à croire ça, mais je me dis qu'ultimement, jusqu'où ça va aller? Tu sais, si quelqu'un raconte quelque chose, mettons qu'ils veulent promouvoir un autre réseau social qui n'est pas Facebook, ils vont être shadow ban pour ne pas les mettre en lumière. Puis, fait que tout ça, ça vient un peu... Qui contrôle qui? C'est des intérêts économiques. C'est des intérêts économiques. Ça revient toujours à ça. C'est ça qui est dangereux dans les médias parce que j'avais lu une stat dernièrement sur une mauvaise nouvelle, il cliquait genre un nombre de pourcentage épouvantablement plus élevé qu'une bonne nouvelle. Là, mais ça a toujours été comme ça. Regarde juste, c'était pas pour rien qu'à un moment donné, TVA avait intégré, je sais pas si ça existe encore, mais la bonne nouvelle TVA. Pense-y juste le concept, c'est Evan Esti. Ça veut dire pendant une demi-heure, une heure, c'est que on rapporte les drames, les mauvaises nouvelles, c'est ça. Mais une demi-heure, une heure de bonnes nouvelles, personne ne va écouter. Personne. C'est ça. Ça intéresse personne, ça se partage pas, c'est pas genre... C'est pas viral. C'est pas viral, tu sais. Mais... Puis après ça, t'as tous les médias qui rapportent ce qui se passe aux États, puis là, qui font un travail extraordinaire de rapporter tous les mensonges que Trump fait. Good. Faites-les sur les autres aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Faites-les sur tout le monde. C'est pas vrai qu'il y en a un qui mange jamais. Arrête, là. Ouais. C'est impossible de dire ça. C'est vraiment malsain. C'est pas vrai.
On dirait que la COVID a tout accéléré ça de façon exponentielle. Parce que les médias contrôlent tout. Là. Ouais. Là, ils sont là, puis c'est eux qui gèrent toute la pandémie, c'est eux qui gèrent le narratif, tout, là, les articles qui sortent. Sortir de chez vous pour voir si c'est vrai ou pas. C'est ça aussi. On peut rien vérifier, il faut qu'on fasse confiance. Exact. En temps de COVID, Pat, toi, tu es propriétaire d'un gym, le Centre XPN. Je me suis entraîné là souvent. Tu es là avec t'as des partenaires, entre autres JF Godreau, avec qui je me suis entraîné pendant quelques temps. Comment tu trouves ça? Présentement, c'est raide. C'est plate. C'est très plate pour tout le monde. Je trouve que c'est plate pour nous, c'est plate pour les clients aussi. Parce que la demande est là. Ouais. Quand on a eu quand ça l'a réouvert un certain temps, on faisait du monde. Le monde a besoin de ça. Je comprends. Santé physique et mentale. Exact. Je comprends la pandémie. Je comprends la dangerosité du virus. Ça, c'est correct. Il reste que, moi, ce que j'ai de la misère encore, c'est qu'il n'y a pas de... On y va par des paroles, puis des décrets, puis des recommandations sans fait prouver sur papier. Et ça, je trouve ça dommage. Puis j'ai des amis qui ont des restaurants, j'ai des amis qui ont des bars, puis eux autres, ils ont investi beaucoup d'argent, comme nous autres, comme plein de propriétaires de gymnases. Ils ont investi pour se plier aux règles. Se plier aux règles, puis que ça soit vivable. Mais finalement, on arrive à dire, OK, non, il y a trop de risques. Oh, mais sont où les faits? Sont où tes chiffres? Sur quoi tu te bases là-dessus? Puis, s'il m'arrive quelque chose de vrai, c'est correct, on va y aller. Mais là, on est obligé de suivre une parole de lui qui mène, qui prend des décisions sans aucune preuve. C'est ça que je trouve difficile. Il y en a sûrement des preuves. Mais pourquoi qu'on ne les montre pas? C'est ça qui est. Il y a un manque de transparence. Exactement. Il y a un manque de transparence. Puis si tu n'as rien à te reprocher ou si tout est vrai, la transparence, c'est ça qui va te faire, je pense, élever à un autre niveau au niveau de l'opinion publique. Puis je trouve ça dommage pour nous, évidemment, pour ceux qui ont des business. C'est dur monétairement, c'est dur moralement aussi, mais pour les clients aussi. Les clients ont. Puis je parle pas juste des gyms, je parle des restaurants aussi. Le monde a besoin de sortir. Le monde a besoin de voir du monde aussi. Puis ce que je trouve plate, justement, c'est que beaucoup de business sont pliés aux règles. C'est comme si on jetait du revers de la main, puis on s'en fout que tu aies mis un 10 000 dans ton restaurant pour acheter des plexis, acheter des choses comme ça, puis au bout de la ligne, ça n'a rien fait. Tu trouves ça comment, toi, cette gestion-là, Arnaud? Ah, je trouve ça fou. Je trouve ça ni queue ni tête. C'est hautain. Je trouve que j'ai pas de solution, là, mais je fais juste faire. J'écoutais. Il y avait une fille, d'ailleurs, ça risque d'être un de nos invités prochains à mon podcast. Mais une fille géniale. Elle s'appelle Annie Janvier, elle est pédiatre à Sainte-Justine. Je l'ai entendue à la radio la semaine passée. J'ai capoté sur l'entrevue. Je l'ai contacté direct après. Ça fait du bien d'entendre un médecin qui complètement fend les médias puis le système de santé, là, qui travaille dedans. Là. Elle dit, je te résume un petit peu, mais elle était tête à terre dans ses propos. Là. Puis elle dit, premièrement, j'ai l'impression que c'est les médias qui drivent cette gestion de pandémie-là, parce que c'est vraiment elle qui décide de quand est-ce que c'est dramatique ou quand ça ne l'est pas et qu'est-ce que la pression vers le PM devrait faire ou Arruda devrait faire par réponse à ce que les médias prétendent que la population dise. Parce qu'il n'y a pas de transparence. Parce qu'il n'y a pas de transparence, il n'y a rien. Puis après ça, les médias se font le porte-parole de l'opinion publique, ce qui n'est absolument pas vrai. Écoute, même aux États où les sondages étaient tellement off, ça doit être à peu près la même affaire ici tout le temps. Là, fait que se fier à ça, faut faire bien attention avec ça comme ce qui existe en ce moment maintenant. Mais elle disait, c'est quoi? Elle dit, il faut déterminer qu'est-ce qui définit comme ce qu'on veut. Elle dit, qu'est-ce qui est notre succès et notre échec? Elle dit, si on veut réduire le nombre de cas, elle dit, il faut fermer l'école. Elle dit, il faut fermer tout. Elle dit, fermer le Walmart, le Costco. Elle dit, le Carrefour Laval. Elle dit, tu peux laisser les gyms puis les restos ouverts. Il n'y a pas de vecteur de cas là-bas. Fait qu'elle dit, va dans tes analyses de cas. Puis elle dit, enlève tout ce qu'il y a, les cas. Ferme complètement les CHSLD. Ferme complètement les longues durées. Fais en sorte qu'il n'y ait plus de cas si c'est ça dont tu as peur. Elle dit, mais là, on laisse les Walmart. Elle dit, les Walmart, les Costco, elle dit, c'est juste du monde un peu plus âgé qui vont là-bas, qui l'attrapent. Mais elle dit, les écoles, elle dit, les études prouvent que dans les écoles, c'est même pas les enfants qui le donnent aux profs, c'est les profs qui le donnent aux enfants. Fait qu'elle dit, qu'est-ce que le prof fait la fin de semaine ou le soir? Probablement qu'il va au centre d'achat, probablement qu'il voit des amis. Donc, elle dit, si c'est ça qu'il faut faire, il faut réduire le nombre de cas. Elle dit, après ça, moi, j'ai l'impression qu'elle dit, il faut réduire le nombre d'hospitalisations puis de morts. Ouais.
Mais elle dit là, si. Ouais, puis là, le gars à la radio, il dit c'était à Cogeco, là, c'était une bonne entrevue. Puis le gars, il dit, puis ce que moi je disais au départ, il dit ben oui, mais madame, s'il y a un enfant qui meurt dans une école, vous savez ce que les médias, l'opinion publique va dire par rapport à ça, tu sais. Elle dit oui, mais dans ce cas-là, elle dit arrêtez de conduire avec vos enfants dans votre auto. Elle dit il y a bien plus de morts par année d'enfants dans une auto. Si on veut réduire le nombre de morts, elle dit on devrait interdire à tous les enfants d'en bas de 8 ans de conduire dans une auto. Parce que ça, c'est vraiment dangereux. Elle dit les enfants ne meurent pas de la COVID partout dans le monde. Fait que là, tu avais une opinion d'une fille qui disait intelligente, là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça la question aussi, que j'ai l'impression qu'on ne sait pas. On n'arrête pas de parler qu'on veut réduire le nombre de cas. C'est le nombre de cas. Moi, je suis tanné d'avoir le rhume, guys. Je vais voter pour le premier ministre qui m'empêche d'avoir le rhume à partir de maintenant. Ouais. Je sais pas. Là, moi, ce que j'aurais aimé à un moment donné, c'est que le premier ministre s'assoit et dit là, OK, on l'a échappé. Ouais, c'est ça, exactement. Des mots plus clairs, là, plus exact. Mais juste dire, là, on est en train de l'échapper, là, mais on va essayer de rétablir quelque chose. Oui. Puis là, le problème, c'est que moi, j'ai trouvé, en tout cas, puis c'est une opinion bien personnelle, c'est que le politicien faisait de la médecine, puis le médecin faisait de la politique. Ouais. Et là, tout le monde t'est mêlé, puis là, t'as Arruda qui nous menace. Puis, je veux dire, tu peux pas faire ça. Tu peux pas menacer une population. Puis la chose que je veux dire, le gouvernement a compris depuis très, très longtemps, c'est garder une population sous la frayeur, c'est que ça va continuer à garder le contrôle de cette population-là. Ça va lui faire dépenser encore plus pour qu'ils soient le plus confortable possible chez eux. Je veux dire, c'est ça que ça fait aussi. Puis garder une population sous l'effet de la peur, mais ça garde un contrôle sur la population. Donc, je ne dis pas que c'est ça qui est en train de se faire présentement, mais il reste que c'est ça aussi. Mais tout le monde se sent pogné. Puis, ce qu'on sort présentement, je comprends que c'est Noël, là, tout le monde veut se voir, mais tu sais, Noël, c'est dans un mois. Puis dans un mois, tu peux avoir 3 familles chez vous, mais un mois avant, tu peux pas voir de monde, personne. C'est quoi la différence? À partir du 27 décembre, t'arrêtes. À partir du moment où tu ouvres la porte, les gens vont en profiter. C'est ça que je comprends pas, la gestion du temps quand on peut se voir. À un moment donné, c'est comme si tu demandes à ta mère si tu peux prendre un biscuit et c'est elle qui va décider oui ou non. Tu sais, ça marche pas. Tu sais quoi, même, juste par rapport à ce que tu viens de dire, les mesures, je l'ai dit à ma blonde et à ma famille, j'ai dit ça serait malhonnête de ma part envers tous mes amis qui ont des entreprises qui ont fermé, qu'on se voit à Noël. Parce que finalement, je suis en train de jouer le jeu, là, que c'est n'importe quoi. Tu sais. Moi, j'ai fait en sorte qu'on j'y allais pas. Je faisais attention. Je faisais non. Quand j'y croyais pas tant que ça. Là, on a 4 jours à Noël, on aurait le droit. 4 jours qui comptent pas. Puis moi, il faut que je joue au jeu qu'eux autres me permettent de jouer. Arrête. C'est ça, il est parti. Non, puis je suis du même avis que toi que, tu sais, le virus, il existe. Oui, il y a quelque chose de puis il y a des conséquences graves sur les gens certaines personnes qui le contractent, particulièrement la démographie de gens qui est à risque, les personnes âgées. Ou des gens qui ont des conditions médicales préalables, des conditions pulmonaires, de cœur, peu importe. Alors, je crois aux mesures de distanciation. Je pense que, OK, fine, on porte un masque à partir de maintenant. Dans la mesure du possible, on évite les gros rassemblements. À tout le moins, temporairement, pour une période. Puis on se tient à 2 mètres, puis on se lave les mains plus. On est vraiment plus conscient de ça. Mais je suis du même avis que il y a plein d'affaires qui ne tiennent pas debout. Puis c'est pas cohérent de A à Z, cette histoire-là. Mais tout ça pourrait être complètement démystifié s'il y avait transparence. Explique-nous les chiffres. Explique-nous comment tu en viens aux chiffres. Je me souvenais, je me souviens plus qui parlait de ça, mais vous sortez d'ici tantôt, vous sortez du studio, traverse la rue, pouf! Tu te fais frapper, puis on se rend compte que tu étais porteur de la COVID. Bon, je suis mort de la COVID. Tu étais mort de la COVID. Ouais. Ça, c'est vrai, là. Ça, c'est vrai. Mais ça marche pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est même pas une joke, là. Ça, c'est vrai, là. J'aime bien en rire parce que c'est la réalité. Oui, c'est vraiment ça. Ça a non, puis là, moi, j'ai entendu un docteur d'Alberta qui s'adressait à un board, justement, public, puis ses credentials de son CV est impressionnant. C'est un gars qui a baigné là-dedans, puis il y avait un peu le même narratif que ce que la personne que tu disais. Ouais, par rapport aux morts puis aux hospitalisations. Mais tu sais, il disait ça fait pas de sens. Il dit en Alberta, il y a un mort pour chaque 300 000 habitants qui est habituellement des personnes âgées ou des personnes qui sont à risque. Et là, on est en train d'affecter la santé mentale. Je ne sais pas si... Certains disent que les taux de suicide ne sont pas à la hausse. Moi, j'ai de la difficulté à croire ça parce qu'on est au mois de novembre. Fait que tout est plus lourd. Les conséquences à long terme sont graves. Moi, j'ai des enfants qui sont dans des années charnières.
Mon beau-fils Eden a commencé le secondaire cette année. Ma petite Anna, la première année, puis je la vois la différence. Elle a manqué 3 mois de maternelle, puis c'est pas super facile la première année parce que tout est intégré. Fait que là, tu te dis, tabarnouche, quelle sorte de futur est-ce qu'on est après donner à nos enfants? Moi, je trouve ça inquiétant. Ouais. Moi, au secondaire, j'avais besoin que tous les astres soient alignés pour être capable de bien porter attention en classe. Il ne faut pas que j'aie un ami pas loin de moi. Il ne faut pas que je sois assis dans le fond de la classe. Il ne faut pas qu'il y ait une mouche qui vole parce que sinon, je suis parti ailleurs dans ma pensée. Là, tu intègres les plexis, tu intègres les masques, tu intègres, une journée sur 2, tu es à la maison. Tu veux, il n'y a aucune chance que j'apprenne quoi que ce soit par Zoom. Ah, t'es pas le seul? Ben, t'es pas le seul, tu viens de. Fait est-ce qu'il faut tout réinventer la game de l'éducation? Ce qui ne serait pas nécessairement une mauvaise affaire non plus en soi, parce qu'il y a comme un côté de l'éducation qui est un peu désuet. Mais on a beaucoup de questions à se poser sur la suite. Puis moi je suis pas. Tu vois, la suite, là, s'il y a bien une belle affaire qui va sortir de cette pandémie-là, c'est que depuis des années et des années, les infirmiers, les infirmières, le système de santé se plaignent de leurs conditions, que ça ne marche pas. Les CHSLD se plaignent des conditions, que ça ne marche pas pantoute. Les enseignants se plaignent de la circulation d'air dans leurs écoles. Il n'y a pas d'aération. Pendant des années, on les a pas écoutés. La solution, ouvre les fenêtres. Oui, c'est ça. C'est une fucking niaise. La petite fille ou le petit gars qui est devant la fenêtre, il pogne la grippe. Oui, mais avec la température. Pendant des années et des années, on a levé le nez ou on a fait assemblant on s'en foutait. Puis là, aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, c'est sûr que personne ne pouvait prévoir ça, mais au moins, on va voir aujourd'hui que ce qu'ils demandaient, là, c'était pas trop, puis ça nous a tout revolé en pleine face. Tout ce que le monde demandait pendant des années. Et moi, ma femme est infirmière, ma belle-sœur est prof au primaire aussi. Fait je connais très, très bien c'est quoi les situations de quoi qu'ils demandaient depuis des années puis qu'on ne les a jamais écoutés. Puis aujourd'hui, il est trop tard. Il est trop tard pour mettre des systèmes de ventilation dans des écoles là, parce que là, la pandémie est là. À un moment donné, c'est ça qui arrive. Les infirmières et les enseignants vont-tu avoir finalement une augmentation de salaire quand on vient d'avoir 350 milliards de dettes? Je veux dire, exact. C'est une autre affaire aussi. Quand la pandémie est arrivée, là, hey, était où cet argent-là? Ben, mon chum qui travaille dans la finance, il dit moi, mais elle n'existe pas, cet argent. Non, il l'imprime. Elle n'existe pas. Il l'imprime présentement. Les 300 millions à gauche, les 300 millions à droite, partout. On est bien riches, nous autres. Une amie à Maïka qui travaille pour un syndic de faillite qui dit comme présentement, le syndic sont après faire plein de coupures parce qu'il n'y a personne présentement qui fait faillite. Parce que tout le monde est un peu sur respirateur artificiel. Mais tu sais, dans 6 mois, 1 an, là, tout va commencer à sauter. C'est que quelle sorte de société on va avoir à ce niveau-là. Puis en même temps, puis on jase de ça. Moi, je tiens à dire aussi que je suis content en tabarouette de ne pas être dans un short de François Legault puis de Horacio Arruda parce que je ne sais pas comment je le gérerais. Puis je ne crois pas qu'ils sont mal intentionnés. Au contraire, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Tu as raison, mais moi non plus. J'aimerais pas ça être à leur place. Tu as tout à fait raison. Mais à un moment donné. Je pense qu'il y a beaucoup de politique d'impliqués. Le problème, là. C'est ça, mais c'est eux autres qui sont là. Moi, je suis un citoyen. Si je ne suis pas content, j'ai le droit de me plaindre parce que j'ai voté. Si tu n'as pas voté, là, ferme ta gueule. Pour vrai, tu n'as pas le droit de chialer si tu t'es pas déplacé pour voter, peu importe si tu as gagné ou pas. Mais si tu as exercé ton droit de vote, tu as le droit de chialer sur la politique. Il y a une affaire que ces politiciens-là n'ont pas de l'air de saisir, parce que je pense qu'ils le saisissent, mais moi, je le vois pas pareil. C'est pas parce qu'on t'a élu que tu es supposé de rester là pendant 12-16 ans. Tu sais. Tu pourrais être élu puis faire ta job pendant 4 ans, puis bing, bing, merci, bonsoir. Parce que dans cette période-là, c'est tout ça qu'on avait besoin. Oui, exactement. Il y a pas de... Là, ça, pour moi, est-ce que c'est le pouvoir? Tu sais, moi, House of Cards, j'ai adoré cette série-là, mais ceux qui l'ont jamais écouté, là... Quand il commence sa série, il étrangle un chien en train de parler que moi, je suis moi, je suis ta solution. Tu sais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, c'est le désir de pouvoir. Parce que moi, je le vois, le go. Il aurait pu, comme dit Pat, moi, je rêverais d'un politicien qui arrive à un moment donné et qui dit, guys, elle l'a échappé. On l'a échappé. Ça serait tellement rafraîchissant. On l'a échappé. Puis ce gars-là gagnerait en popularité. Et là, qu'est-ce qui arriverait? Tu penses? Mais eux autres, ils pensent que non. Parce que les autres, ils pensent que les médias arriveraient et diraient papa, c'est de sa faute. Puis là, partiraient. Les adversaires vont en profiter. Là, eux autres, ils se disent OK, comment je fais pour rester au pouvoir? Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui est. Tu sais, les mains qui. Comment je fais? Mais c'est là que le problème, il rentre parce que
t'as pas besoin de rester au pouvoir. T'as besoin de nous arranger le problème là. Il n'y avait pas une épidémiologue qui venait du Québec en début de pandémie qui s'est offert, qui a fait comme « Hey, moi, j'ai travaillé sur le dossier de l'Ebola en Afrique. » Quelque chose Tan, je pense, nom de famille Tan ou Michel Tan. Ils l'ont complètement écarté de l'équation parce que... Puis là, c'est là qu'on tire des conclusions. On tire des conclusions parce qu'on le sait pas, parce qu'on n'a pas leur juste, mais tu sais, moi, la conclusion que je tire, c'est que peut-être qu'ils l'ont écarté parce que elle aurait dérangé le plan. Oui, c'est sûr. Elle serait arrivée à quelque chose de trop logique. T'sais. Ben, en tout cas, elle n'était pas dans le game. Elle n'avait pas de compte à rendre. Elle n'était pas dans le parti. C'est comme. Là, c'est comme. Tu n'es pas dans la gang. Fait que là, tu n'as pas été élu, toi. Mais en même temps, je joue l'avocat du diable. Tout ce qu'on revendique là, je le feel, puis en même temps, je regarde ce qui se passe ailleurs. Tu sais, comme Toronto là, vient de fermer au complet. Paf! C'est pas mieux ailleurs. C'est pas mieux. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une place dans le monde qui l'a super bien géré? Nouvelle-Zélande. Explique-moi. Ben là, j'ai vu un tournoi de rugby il y a 3 semaines, un stade rempli. Eux autres, ils l'ont viré, mais ils ont une situation géographique différente. Là. Eux autres, ils ont été total lockdown, direct en commençant. Ils ont dit, il n'y a rien qui se passe ici. On arrête le dernier cas, puis on passe à autre chose. Mais tu sais, c'est provisoire parce que s'ils réouvrent les frontières, ça repart. C'est comme vraiment... Tu as raison aussi. Ceux qui vont écouter le podcast vont dire, mais vous êtes qui, vous autres, pour juger? Ouais, mais c'est des opinions personnelles. Mais pourquoi qu'on juge? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas de transparence. On ne peut pas voir. On n'a pas de fait accompli. Fait qu'on est obligé de croire ce qu'on nous dit. Donc, c'est peut-être nous autres qui est dans le champ aussi, mais je veux dire... Mais tu le vois dans l'opinion publique. Là, c'est vite, tu creuses ton cercle d'amis, puis tout le monde est à peu près sur la même longueur d'onde. Puis la plupart des gens que je connais, on suit les mesures parce qu'on croit à ces mesures-là. Mais on est tous dans l'incompréhension pour les restos, pour les gyms. Puis on a tous, prenez soin de votre santé mentale. Mais tabarnouche, comment? Qu'est-ce qu'on fait pour se divertir? Il y a plein d'affaires qui sont en hausse présentement. Les dépressions, l'insécurité, violence conjugale. C'est fucking grave. Là. Il doit y avoir des attouchements sexuels dégueulasses depuis le début. Ça doit être épouvantable. Là. Les conséquences des effets collatéraux, des dommages collatéraux vont être plus graves, peut-être, que la COVID en soi. Puis malheureusement, ça, c'est l'affaire. Là, on deal COVID. COVID-19, coronavirus. Malheureusement, je pense qu'on n'a pas fini. Non, dans 8 mois, il va y avoir une crise économique. Non, mais je parle des virus. À un moment donné, on va-tu faire un lockdown à chaque affaire? Ou comment on va gérer ça? La solution, c'est le vaccin. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre paire de manches, le vaccin. Tout le temps. Là, c'était au début, quand les médias ils disaient... Puis moi, pour ceux qui écoutent, je ne suis pas un fan de Trump, vraiment pas, là, mais j'essaie juste de faire la part des choses. Puis il disait que Trump, à un moment donné, il a dit dans une entrevue, c'est parce qu'il y a une façon de parler, lui. Il dit, it's just gonna vanish, it's gonna go away. Tu sais, il a dit ça à un moment donné, it's gonna go away. Puis là, tout le monde disait, voyons donc, t'as Miraculously pas de plan. Non. Qu'est-ce qu'on apprend maintenant, nous autres, ici, finalement, dans toute notre gestion? C'est qu'on essayait de pallier pour, à un moment donné, juste avoir un vaccin, puis it's gonna go away, tu sais. Je fais, c'était un peu ça aussi, la stratégie du restant. C'est que, en espérant que le vaccin arrive pour que la vie reprenne son normal, tu sais. T'injectes du bleach. Ou du bleach. Comme disait John. C'est pas une bouteille de bleach. Puis aussi, il était comme, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Non, mais l'autre affaire, tu disais le vaccin, c'est drôle parce que le premier qui l'a sorti, c'est Pfizer, je pense, qui avait dit qu'il y avait un vaccin qui était bon à 90 %. Une semaine après. 95. Moderna sort le sien. 95. 3 jours après. Hey, finalement, on est. Fait que là, t'es là. Puis il n'y a pas un scandale avec le CEO de Pfizer qui a vendu ses actions aussi. Ouais, 60%. Mais tu sais, tu fais comme. Mais si tu viens de sortir un vaccin qui va sauver la planète. Il me semble que tu voudrais garder tes actions parce que tu crois au produit puis ça va les faire hausser. Je sais pas. Mais plus que tu essaies de comprendre ou de savoir des choses, plus que tu es mêlé, puis plus que ça fait peur aussi. Puis plus qu'on a tendance aussi, on va se le dire, on jase, puis moi je suis du même avis aussi. Là. Moi j'adore jaser des théories du complot. Je me considère pas comme un complotiste parce qu'à la fin de la journée, on va finir le talk, on va avoir challenge couple d'affaires, puis on les aura pas les réponses, puis la vie continue, puis je continue à suivre les règles. Mais ça reste qu'il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Puis on a aussi on tire les conclusions facilement vers la malhonnêteté, puis vers une espèce de contrôle particulier de Big Brother. Tu sais. Mais je pense qu'il y a quand même des instances gouvernementales et des gros joueurs dans le monde qui tirent un peu la couverte de leur bord. Là. Moi, je pense que c'est inévitable. Un gars comme Bezos, il y a des médias, il y a une grosse compagnie. C'est sûr que lui, il n'est pas en train d'être au spa le matin sans parler au téléphone au président des États-Unis. Écoute, il doit avoir une ligne directe avec bien du monde. Là, c'est... Amazon. Non, mais c'est ça, mais c'est ça, c'est immense. Là. Fait que, puis
Tu sais, il y a le Washington Post à lui, tu sais. Je veux dire, c'est à lui le Washington Post. Mais à un moment donné, comme moi, je me questionne aussi, c'est que, tu sais, un gars, mettons, on prend Bezos, par exemple. Tu sais, il fait tout ça pour avoir plus d'argent? Il ferait-tu? Une journée, il a fait 12 milliards. Ah, mais lui, depuis le début de la pandémie, c'est la journée, c'est un record. Mais tu sais, dans le sens où qu'est-ce qui... Tu sais, mettons que je me mets dans la peau d'un complotiste qui fait comme, OK, c'est Bezos ou c'est Gates qui veut contrôler, le 5G, Ah ben, c'est-tu pour une couple de millions de plus? Les autres, ils ont une théorie de contrôle de la population, je pense, là. Pour être sûr, là, on pourrait me... Mais je pense que c'est comme des gros joueurs qui veulent contrôler. Moi, je me dis... La plus grosse complotiste, c'est, vous l'avez sûrement déjà entendu, le New World Order. Ah ouais. Je veux dire, beaucoup de monde qui pense qu'il y a un petit groupe de personnes sur la planète qui contrôlent tout ce qui se passe. OK, mais moi, si je suis ce groupe-là, puis que j'ai des milliards en arrière de la cravate, t'en veux plus. Je quitte le groupe. Moi aussi. Non, comme gérer le monde, je vais aller profiter de mon cash parce que j'ai un temps limité sur cette plateforme. C'est là que je trace la ligne, que je fais comme... Mais il y a du monde fucké. Tu sais, moi, je l'ai vu à Découverte, je pense, il y a une couple de mois. Tu sais, c'est quoi l'industrie? L'industrie dans le biologique où il y a le plus d'argent encore qui est investi à ce jour, c'est la régénérescence cellulaire. Même encore à ce jour. Ah, mais on est en quête, ça c'est clair, on est en quête de la vie éternelle. Tout le temps. On pousse ça. Je sais pas si tu as lu... écoute, je l'ai dans la bibliothèque, là, 21 leçons pour le 21e siècle. Il y a Homo sapiens. La deuxième version, c'est Homo Deus, où justement, l'auteur parle que c'est vers ça qu'on se dirige avec et l'avancement médical, avec aussi le fait qu'on peut jouer avec le côté hormonal des embryons. Répéter l'ADN. Fait qu'on essaierait de se diriger vers ça. Puis qu'ultimement, on pourrait prendre ce qu'on a ici, qui est notre hard drive, puis aller l'insérer dans un nouveau corps, puis continuer à vivre. Puis ça, mais tu penses que c'est vers ça qui se travaille? Il y a plein de programmes secrets aussi qui sont financés pour essayer de... On a reçu, je ne veux pas plugger mon podcast. Mais non, plug-le en masse. On a reçu un gars, il y a à peu près 1 mois et demi, qui travaille pour MindGeek à Montréal. Okay? Un gars qui vient de la Guadeloupe, puis c'est un tech genre genius. Là, LinkedIn, il y a Mark Zuckerberg, il connaît tout, il travaille pour tout le monde en consultation. C'est un brain. Il nous racontait des affaires. Là. Écoute, j'étais là, j'avais 2-3 Advil en sortant de cette affaire-là. J'étais plus sûr de comprendre rien. Là. Mais il nous racontait que, admettons, je te donne un exemple, là, il disait que l'année prochaine, Ray-Ban ont acheté le premier modèle de lunettes interactives. Fait que là, ça sort en 22. On est 22, excuse. C'est quoi lunettes interactives? Fait que c'est comme relié genre à ton téléphone, puis mettons juste, je pense relié à ton téléphone. Fait qu'ils disent, mettons, tu pourrais embarquer sur tu mets tes lunettes, là, puis là, si tu avais comme un appel, tu pourrais le voir dans ta lentille. Ou tu pourrais avoir... Une montre intelligente, dans le fond. Genre, mais dans tes yeux. Tu sais, fait que là, où, lui, il me disait, écoute, on fait des affaires sur, mettons, une app de rencontre, mais dans ta lunette. Fait que là, tu mets des fils, tu sais, genre, t'aimes les brunes ou... t'aimes telle grandeur, Puis là, chaque personne qui est devant toi avec le profil serait highlight, puis les autres seraient blurry, tu sais. Fait que là, tu verrais moins, genre, toutes les filles qui ne concordent pas à ton profil. Où ils nous racontaient mais eux, ils travaillent là-dessus là, à longueur de journée. Là. Puis c'est pas la technologie qui manque, c'est est-ce que, éthiquement parlant, c'est une bonne affaire, C'est comme ça fait penser à, justement, Elon Musk, la dernière fois qu'il est allé au podcast de Joe Rogan, qui parlait de la chip. Tu pourrais insérer là. Ouais, c'est ça, Neuralink. Si on fait un peu de recherche sur Neuralink, c'est que c'est fascinant. Ça a déjà commencé, là. Ouais, c'est ça. Il y a bien des affaires qui existent, puis justement, moralement, on ne sait pas si ça va passer, mais il y a bien des affaires qui... C'est l'Internet... ça existe déjà, cette affaire. Ouais, L'Internet a ouvert un monde wide open, non réglementé, dans l'espèce d'espionnage de comportement des gens. Encore là, on écoute des fois quand le Congrès a questionné Mark Zuckerberg, tu vois qu'il pose des questions à Mark Zuckerberg, mais c'est des questions de gens qui ont aucune idée de la technologie. Puis le comportement est étudié parce qu'ultimement, on est le produit sur ces plateformes-là. Tout passe par la pub. Mais dès que c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est clair. Exact. C'est catégorique. Exact. Mais ils l'ont repogné, Zuckerberg, là, la dernière fois. Ils ont fait un méchant Zoom. Là, ça devait être le Zoom call le plus... Il y a comme une semaine ou deux, là? Ben, je sais plus. Là, c'était Zuckerberg, le gars de Google, le gars d'Apple. Puis, en tout cas, il y avait du bidou dans ce même Zoom-là. On va te dire que c'était... La transmission était aussi à chier, mais tu peux les... non, là. Elle était à chier, pareil. Mais il racontait des affaires parce que Zuckerberg, c'est pas un enfant de cœur, là. De la façon qu'il a acquis Instagram puis qu'il a voulu essayer de bully le gars de Snapchat. Puis là, c'est
là, c'est ressorti écoute, ils ont retracé, ils ont eu accès à tous ces courriels à vie, genre, pour le congrès. Puis là, ils retraçaient, puis ils disaient, c'est vrai que tu as déjà dit au gars de Snapchat, c'était quoi? C'est If you don't sell, I'm gonna kill you, genre, I'm gonna destroy you, burn your house. Écoute, le méchant malade, là, il a pas l'air de ça avec son petit t-shirt, là, mais il a l'air tout doux, un peu c'est un bully, là. Ah, mais tu sais, tantôt, tu disais, si tu avais autant d'argent, là, tu sacrerais ton camp du groupe, là, mais ça veut pas dire que tu as de l'argent, que tu fais de l'argent, que tu en as plus dans tes poches aussi, ou bien des fois, c'est juste une autre, c'est juste garder le pouvoir. Un autre objectif. Qui se nourrissent du pouvoir aussi. Ouais. Je veux dire, le meilleur exemple, Allen Iverson, il a fait 170 millions dans sa vie, et puis il est à la rue aujourd'hui. Fait que ça dépend de ton rythme de vie aussi. Ça dépend de ce que tu cherches, mais rendu à ce niveau-là, c'est pas une question d'argent, c'est une question de contrôle aussi. Je pense que Zuckerberg il avait dit vite dans ses affaires que rapidement, il avait commencé à travailler avec l'armée. C'était comme. Eux autres, ils voulaient. Ils disaient comme toi, tu as un téléphone sur lequel il y a une géolocalisation, genre 24 heures sur 24. Viens t'asseoir, on aimerait ça en parler. Oui, c'est ça. T'sais. Mais moi, j'avais lu à quelque part, puis ça fait au moins 5 ans que j'ai lu ça, mais que l'armée, en fait, les technologies auxquelles nous, on a accès, on est 25 ans en arrière, comparativement à l'armée. Ce qui fait que, là, on est en 2020. C'est comme si en 1995, l'armée avait accès à toutes ces datas-là de géolocalisation, les drones tels qu'on les connaît aujourd'hui, puis qu'aujourd'hui, ils seraient 25 ans en avant. T'sais. Sûrement. Fait que c'est quand même assez fascinant. Puis ça, c'est le fun à jaser, puis ça fait rêver, drone, mais on n'aura jamais les réponses à ça. Bezos, s'il voulait faire de la livraison par drone. Il disait pourquoi? Il dit, on va livrer ça par drone. On va partir des petits drones de l'aéroport. Puis missile aussi par drone aussi. C'est ça, tu sais. Comment ça? Juste aller lancer un missile. Ah ouais, mais c'est comme ça qu'ils font ça, cette heure. Ils mettent pas de soldats à risque. Des pilotes à la Top Gun. Toi, tu as été dans l'armée, tu es allé en Bosnie, tout, tu sais. Exact. On n'avait pas la technologie. Non. Mais ton histoire est fascinante, pareil, Pat. Tu as un range, tu as une feuille de route qui est fascinante. Mais non, effectivement, en tant que toi, tu étais chauffeur de véhicules blindés, léger, tu n'étais pas. Quand j'ai servi en Bosnie, exact, j'étais chauffeur de VBL, là, véhicule blindé. Ouais. C'est une belle expérience. Pour moi, je suis content d'avoir fait ça. C'était en 2002. Je suis sorti en 2004. Puis, moi, j'étais un peu éparpillé dans tout ce que j'ai fait. Puis encore aujourd'hui, j'étais un peu éparpillé dans ce que j'ai fait. Mais pas éparpillé. Moi, j'aime plus le mot diversifié. Mais c'est comme mon bureau. Là. Ma femme, elle pense que c'est éparpillé. Moi, c'est en ordre. C'est la même affaire qui se passe. Là, qu'est-ce qui s'en vient là, de ton bar? Là? Écoute, il y a plein d'affaires. Là, c'est sûr, là, c'est arrêté au niveau j'allais dire des réunions, là, mais des conférences, tout comme ça. Mais je suis retourné à l'école, je fais des acting workshops là, présentement pour faire mon jeu devant la caméra. Parce que je suis dans les médias depuis 15 ans comme animateur, comme commentateur sportif, analyste sportif. Là, même si devant la caméra, c'est complètement un autre métier. Là, ça a été une autre claque d'humilité pour vrai quand je suis arrivé dans la classe. Puis je pensais jouer un rôle, là, c'était pas si dur que ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup de technique. Je suis aux ateliers Fichot, puis ça va super bien. Puis je prends des classes en privé aussi parce que présentement, on a des ententes verbales pour des prochains des séries télé, des films qui s'en viennent aussi. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que tant qu'à le faire, je vais m'arranger pour être bon. C'est ça. J'ai déjà joué dans beaucoup de séries, des choses comme ça, mais je joue moi-même. Je suis quand même bon des caméos. T'es bon pour jouer toi. Arnaud, toi, as-tu déjà pensé à jouer? Évidemment, ton père étant Guinadon. Non, moi, ça m'a jamais intéressé. Pour vrai? Non. Jamais. Moi, j'ai essayé. Moi aussi, en transition de carrière, Pat, moi, ma mère était comédienne. Elle a joué au théâtre quand j'étais jeune. Ma voisine, c'était Louise Duceppe, du théâtre Jean Duceppe, qui a été la directrice générale du théâtre pendant longtemps. Puis, fait que j'ai grandi là-dedans. J'ai beaucoup aimé le théâtre. Puis, en transition de carrière, je me suis dit, moi aussi, j'avais engagé une coach de jeu. Elle était sur le plateau, je me souviens plus de son nom, mais c'est Patrice Bélanger qui me l'avait référé. Puis, leçon d'humilité en tabarouette. C'est un autre métier. J'ai trouvé ça dur. J'ai essayé de faire de la narration, j'ai trouvé ça dur, puis c'était pas pour moi. C'est vraiment, vraiment technique. C'est beaucoup plus de technique que le monde pense. Ouais. Puis c'est des fois, tu penses que je l'ai eu, là. Il te regarde, non, c'est pas de même que ça se joue. Comment ça joue? Là, t'es là. Comment tu veux que je joue? Il me semble. C'est personnel. Moi, ce que je trouvais tough, là, puis j'avais fait une couple d'auditions, puis j'avais même, écoute, je me souviens, j'avais appelé Angelo Cadet un soir pour dire, coach-moi pour telle affaire. Je m'entendais, tu sais, on s'écrivait un petit peu, puis je m'étais préparé, il fallait que je joue un policier qui passait un interrogatoire à un criminel. Ouais. Puis dans ma tête, je me l'étais pratiqué d'une certaine façon. Puis tu sais, écoute, j'avais pratiqué 3-4 jours
le texte tel quel. J'arrive, je le fais une fois, ça dure 30 secondes, puis ils font comme OK, parfait, refais-les plus demain. Puis je suis comme tabarnak. J'ai pas passé moi, je me suis pratiqué avec tel ton, puis là, il faut que je le fasse avec une autre intention totale. Ouais. Maintenant, non, j'ai trouvé ça tough. Ah, ben, moi, c'était. Moi, tu sais, mes deux parents étaient là-dedans. Là, à la limite, pas mal toute ma famille ont baigné là-dedans, dans le milieu artistique. Fait que moi, ça, c'est tout ce que je connaissais plus jeune. Là, tu sais, fait que. Mais tu es un super bon communicateur. J'imagine que tu dois tenir ça des autres. Oui, ça, c'est sûr que je pense qu'on a toujours fait attention à la façon avec laquelle on parlait. Puis, moi, en grandissant, je me faisais toujours reprendre sur des mots, des accords que je faisais. Ça a tout le temps été récurrent dans ma famille. Puis, c'est bien correct. Moi, je suis pareil comme ça. Puis, je pense que c'est important d'avoir la maîtrise d'une langue dans la vie. Je pense que c'est bien important. Mais après ça, le jeu... écoute, moi, ça me faisait bien peur. Je sais pas si j'aimais pas le fait d'être exposé au public avec des sentiments très personnels. Mm-hmm. Je peux essayer d'essayer d'englober ça de même, là. Mais tu sais, genre, je trouvais qu'au théâtre, mettons, là, je regardais mon père aller ou ma mère, puis d'extérioriser des démons personnels pour t'arriver à pleurer devant tout le monde ou être en colère ou vraiment des sentiments forts, là. Fait que là, ça... Tu peux pas juste les inventer. Il faut que tu arrives à te remémorer certaines affaires ou à venir chercher ça en dedans de toi d'une certaine façon ou d'une autre. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, j'étais comme, non. Moi, dans la vie, je veux... Genre, je vais en parler avec un thérapeute, mettons. Genre, je veux plus que ça arrive. Moi, je vais y aller plus... techniques. Il y en a qui se sentent à rien pendant puis qui jouent. Là. C'est sûr que tu regardes ton père jouer, c'est sûr que c'est dur de l'accoter. Non, c'est ça. C'est exactement. J'étais là au bout de ça. Là. C'est pas le petit con au coin de la rue. Là, non, puis tu sais, ma mère était la fille de Jean Gascon. Fait que lui, c'était un autre genre vraiment top. Vraiment, là, comme fondateur de l'École nationale de théâtre, fondateur du TNM. Il a fini, c'était une grosse pointure. Fait que c'était sa fille. Fait que c'était tout le temps, c'est la fille de Gascon. Fait que, tu sais, moi, j'étais là, non, moi, je veux pas être Je veux pas être ça, là. T'sais. Puis je faisais du doublage quand j'étais petit. Ouais. On m'avait comme mis là-dedans, du doublage, tu sais. Ça aussi, c'est très technique. Super technique, ouais. C'est un monde qui, ça, je l'ai remarqué, là, qui est très, très protecteur de cette sphère-là. Tu peux pas, c'est pas n'importe qui perce là-dedans. Il n'y aura pas de nouveau de Tito vraiment là-dedans. Là. Puis il y a bien moins de jobs qu'il y en avait avant. Là. Ouais. Ça, avant, il y avait beaucoup de productions qui se faisaient au Québec. Maintenant, il y en a un petit peu moins. Ils coupent bien moins, puis ils le font en France, puis ils essayent que ça soit... Mais la belle chose dans le doublage, c'est s'ils donnent un acteur, il va tout le temps le faire. Là, tu le suis. Fait que ça, c'est Marc Bellier avec Kevin Costner, des gens comme ça. Mais là, tu as parti ton podcast récemment. Pat est allé, moi je suis allé. Vous êtes, je vais l'admettre, là, vous êtes le compte Instagram qui me suit le plus. Vous avez, à chaque fois que tu poses de quoi, je me suis dit, ils ont vraiment compris mon humour à moi. C'est comme le mix parfait entre sportif, tata, un peu revendicateur, des faits. Vous avez toutes sortes d'affaires. Toi puis Samuel Beaupré. Vous en êtes à votre combienième épisode, là? 22, je pense. Puis votre range d'invités, il est vraiment cool. Puis justement, tu as des invités qui sont peut-être moins connus, mais qui ont une expertise dans des champs. Toi puis Sam, vous avez une façon de diriger cette discussion-là aussi de façon intelligente puis qui pitch dans plein de directions. Ouais, ben... C'est quoi le plan là, pour ce podcast-là? Oh, le plan! Bon, notre plan, c'est qu'on n'a pas de plan. Justement, on se parlait de ça tout à l'heure. Non, mais tu vois, mettons, on se disait tout le temps, comment qu'on fait pour faire quelle affaire, est-ce qu'on le poste ou non? Ben, si tu l'envoies à l'autre, puis l'autre rit, c'est good. On peut le poster, c'est correct. On essaie d'être quand même assez revendicateur dans ce qu'on fait. On voulait se partir un podcast... parce qu'on trouvait qu'on consommait beaucoup de contenu américain, tu sais. Sur nos plateformes, on disait, on écoutait Barstool Sports, on écoutait Rogan, on en écoutait beaucoup, puis on en écoute encore, tu sais, c'est bien correct. Mais on se disait, mais ça me serait le fun d'avoir quoi qui nous ressemble ici, pas à la saveur, un peu toutes les saveurs mélangées. Puis, de sortir du plan de médias traditionnels. Exact, ça c'était clair. Puis vous vous distinguez bien parce qu'on est dans une période, vous le savez, toi aussi, c'est un podcast, hein? Oui, mais moi, c'est plus... on est moins de liberté. C'est plus niche. C'est ça. On est sur la plateforme de RDS. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est le fun des podcasts quand tu le fais plus privé. Tu as une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande que si... il y en a de plus en plus. Là, parce qu'on s'était rencontrés avec un média. Là. Moi, j'avais rencontré un média au mois de février, en tout cas, qui nous parlait de peut-être l'accueillir, le podcast, puis ça, puis... Tu sais, j'étais pas intéressé, tu sais. J'étais pas intéressé tant que ça à me lier les mains là-dedans, puis
écoute, là, ça aurait pu partir de n'importe quelle façon. Là, c'était avant la deuxième vague MeToo. Il y a eu Black Lives Matter après ça. À un moment donné, tu peux plus rien dire. Non, c'est ça. À partir du moment où tu te fais acquérir ou que tu n'es plus ton propre diffuseur, oublie ça. Ben là, c'est plutôt qui décide. Tu peux plus décider. Tu as des comptes à rendre. Puis moi, c'était tout le temps. Puis notre modèle d'affaires aussi est basé là-dessus. On veut pas. On crée des partenariats avec des entreprises qui veulent s'associer à nous parce qu'ils croient en ce qu'on fait puis ils aiment notre voix. Mais il ne sera pas basé sur. On veut pas avoir du monde d'OD qui viennent nous parler d'OD ou des influenceurs qui font que ça. Je veux dire, non, viens me parler d'autres choses. Je veux un peu plus de juice là, dans ce que tu veux me dire. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire. C'est comme. C'est ça. Si tu fais que ça, t'as peut-être. Moi, je veux entendre parler de quelqu'un comme un gars qu'on a reçu, Manu Saint-Silly, un gars qui fait ça, il travaille partout dans le monde pour des compagnies de tech, il vit ici. Viens me parler de ça, c'est intéressant. On va trouver une façon de te plugger, puis on va te rendre. Mais il faut garder ça honnête, parce que sinon, tu tombes vite dans le wormhole de genre. La facilité. J'ai des deals, puis il faut que je sois rentable pour les compagnies. Puis après ça, oublie ça, tu l'as perdu. Ouais. Je suis un peu à ma place. L'idée avec ça, premièrement, moi, je découvre le chemin en le marchant. Ce que je sais, c'est que j'ai envie de, un peu comme vous autres, là, d'utiliser mes plateformes puis d'être mon propre diffuseur, puis de voir où ça mène, mais d'avoir des discussions qui vont au-delà de, les podcasts auxquels j'ai participé, il y en a eu des extraordinaires, mais c'est souvent, on passe en revue ta carrière. Puis ultimement, on est plus que juste des athlètes, on est plus que juste notre côté professionnel, on a des opinions, on a, comme... Moi, ce que j'aime, c'est parler de l'actualité, comme on vient de le faire par rapport à la COVID, par rapport à la politique, de voir où tout ça mène, sans nécessairement arriver avec un objectif où on change la patente puis on part en guerre, mais juste d'entendre des gens parler qui ont des opinions. Parce que tu as le droit d'avoir une opinion sans être un expert dans un certain domaine. Tu as le droit de te poser des questions. Veux pas... on en a fait beaucoup d'entrevues en tant qu'athlète. Là, à un moment donné, ça fait le tour. Un politicien, tu repars la cassette. Puis je veux dire, on peut pas appeler ça un knock-out autre chose qu'un knock-out. Ouais. Je veux bien mettre des choses plus belles, mais c'est ça qui est ça. Fait que, c'est cool quand tu es capable d'aller à quelque part et de parler d'autres choses. C'est sûr que ton sport va toujours être tatoué sur le corps. Ouais, c'est notre premier amour. Là. Mais à un moment donné, c'est ça. Tu es plus qu'un athlète aussi. Surtout quand tu as pris ta retraite, là, maintenant, tu fais d'autres choses. Tu étais encore, parlant d'athlète, je veux juste m'assurer de plugger que tu étais à RDS avec Jean-Paul Chartrand Jr. et Georges Saint-Pierre aussi, une fois de temps en temps, qui vient joindre à vous autres. Georges est là pendant les télés à la carte. Vous êtes vraiment cher. Puis c'est ça que je trouve cool aussi, c'est qu'on a de plus en plus de... On n'a rien à envier à personne au niveau de notre diffusion sportive. Je regarde... Tu veux regarder l'UFC en français, c'est quasiment... Mais moi, je trouve ça plus le fun de le regarder avec vous autres parce qu'on a toi, on a Jean-Paul. T'es vraiment... T'as pris du galon là, depuis le début. T'étais bon dès le début, mais là, puis je te l'ai écrit l'autre fois, une façon de vulgariser pour que moi, je l'écoute puis j'ai du fun, pour que quelqu'un encore plus novice que moi puisse l'écouter avoir du fun, qu'un expert t'écoute. Puis, fait que tu as comme deux layers. Il y a la gang à Matt Proulx, Bruno Eppel, Pierre Vercheval au foot aussi, au hockey, on est calé. Puis là, il manque juste une coupe de... Il y a le baseball aussi, honnêtement. Le monde, il parle pas... Mais l'équipe de baseball au Québec, là, même TVA et RDS sont solides, les gars. Ah ouais, hein? Que le baseball est autant américain, moi, j'écoute systématiquement en français. Les gars sont vraiment forts. Moi, j'aime comment ils sont bons. Parce que le baseball aux États... Si t'aimes un peu le baseball, moi je suis un fan de base. Là. Quand tu vas voir une game de base, tu fais tout sauf parler de la game. C'est comment que ça, c'est vraiment ça, c'est un match de base. Mais au Québec, ils font une bonne job, vraiment. Les gars sont forts à parler de la game, vraiment ramener ça, tel lancé, il a lancé tel lancé, c'est ça la stratégie. T'écoutes les gars aux États, ils sont dit qu'ils parlent de ce qu'ils ont mangé la veille pour souper. Là, mais c'est comme ça que sport que j'écoute pas beaucoup en partant, mais on pourrait lancer des fleurs à tout le monde. Yvan Ponton, puis Hélène Pelletier pour le tennis. C'est vraiment... Le golf aussi, les gars sont vraiment forts. Ouais, Max Lalonde, entre autres aussi, qu'il y en a qui, je trouve, réussit à rajeunir un peu ce sport-là. Mais bref, merci beaucoup, les boys, pour votre visite. Mon objectif à un moment donné, c'est d'avoir ma petite gang de boys qui reviennent puis on discute de tout et de rien. Mais Pat, tu as ta bio qui est sortie. Oui, ça a été fait par, tu parlais tantôt du documentaire, là, ça a été fait par Pixcom, réalisé par Simon Sachel. On l'a sorti en 2018. Donc, beaucoup de choses ont changé au niveau familial, mais je veux dire, ma vie, elle reste ma vie. Je veux dire, c'est une récapitulation de ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ça, c'est le docu. Ça, c'est le documentaire qui s'appelle Le Combattant, qui est disponible sur Crave. Oui. Qui est extraordinaire. Ils ont fait une job incroyable. C'est débile. Je vous le dis, là, avec des images d'archives, j'ai eu des frissons quand tu déposes, quand tu annonces. Écoute, je te dis, j'étais ému
en l'écoutant. Puis de ce que j'ai lu sur ta bio, que j'ai pas encore lu, il a l'air très, très complémentaire. Tu sais, c'est pas parce que tu as vu le docu que tu as lu la bio, au contraire. Là. Ben dans le fond, c'est pas vraiment une bio. J'ai sorti un premier livre en 2016 qui s'appelle « Tout est possible », que je me sers de ce livre-là pour faire des conférences. C'est un livre sur la motivation et la résilience. Dans le fond, je parle de comment j'ai fait pour toujours être capable de revenir au sommet malgré les embûches que j'ai eues dans ma vie personnelle et professionnelle. Puis l'autre livre que j'ai sorti, il y a 2 mois, c'est une bible d'informations sur les arts martiaux mixtes. Donc, c'est sûr qu'il y a dans ce livre-là, il y a des expériences personnelles que je raconte, qui se sont passées en arrière des rideaux pour justement exprimer c'est quoi le respect entre 2 combattants après 15 minutes qu'on se tape sur la gueule. Ouais. Ben, 100% du temps, en arrière, quand c'est fini, il y en a un des deux qui va dans le vestiaire de l'autre, puis on se tape dans la main, on se prend dans les bras, puis on a fait il y a un job. Beau respect. Là. Puis je parle de la déshydratation. C'est une bible incroyable d'informations. Puis tantôt, tu parlais de vulgariser le sport à la télé. Ben, je pense dans ce livre-là aussi, que tu sois un fan fini des arts martiaux mixtes ou que tu ne connaisses pas ça pantoute, tu vas en apprendre de toute façon. Parce qu'il y a des choses que si tu n'as pas vécu ce sport-là, tu n'as pas été dans les vestiaires ou tu n'as pas été en arrière des rideaux de connois, que tu ne peux pas savoir tu peux pas savoir ces informations-là. Fait que, puis je pense que ça va être un outil important dans les prochaines années aussi, parce que s'il y avait un sport qui a grandi en popularité de façon exponentielle, alors que plusieurs autres en perdent en popularité, malheureusement, entre autres le foot, puis le foot canadien où on a joué, c'est difficile. Ouais. C'est bien ce sport-là, fait que je vais m'assurer d'en faire la promo. Mais puis toi, qu'est-ce qui se passe à part de ça, sinon ton podcast? Moi, il y a beaucoup d'affaires, je te dirais. Moi, des fois, je regardais certains tournants de l'histoire. Là, quand je regardais ça, je me disais, les gars de web, ils ont tout grossi au bon moment. Il y a des pages de l'histoire, puis je pense qu'on est en train d'en vivre une en ce moment. Je pense que il y a du monde qui vont ressortir de cette pandémie-là, grandi avec des idées, puis il va y avoir des belles entreprises qui vont se développer, moi, je pense, au travers des années. Fait que moi, je suis un entrepreneur, je travaille sur différents projets. Je suis dans un start-up. Flip and Pick. Flip and Pick, qui est québécois. Donc, je m'occupe de toute la division marketing de l'entreprise. J'ai mon podcast. J'aime beaucoup l'immobilier. Je suis dans l'immobilier aussi. J'ai beaucoup de projets en même temps. Moi, j'aime ça en ce moment, toucher à tout. Je pense que c'est ça qui est bien important dans ma vie. Là. Tu parles de ton podcast depuis tantôt, mais tu n'as jamais dit le nom. C'est sérieux? Ah, tu sais pas dit. C'est Les Revenants. C'est les Revenants podcast. Fait que l'idée, là, c'est vite, Les Revenants. Pourquoi tout le monde dit ça, dit Les Revenants? Ben, c'est parce que nous autres, on se disait, on revient tout le temps à quelque chose. On a tout le temps envie de se parler de ce qui nous est arrivé dernièrement. Fait qu'on se disait, nous autres, on revient tout le temps de quelque chose. On revient vous parler de ce qui est passé. Fait que pour nous, c'était Les Revenants. Ouais. C'est arrivé comme ça, ce nom-là. Vous le faites des fois même pas d'invité, toi puis Sam, vous jasez de ce qui se passe. Puis... Ouais, ça, je pense que c'est même... moi, c'est mes plus beaux épisodes dans le sens où je trouvais ça important pour le monde d'apprendre à nous connaître. Ouais. Parce qu'après ça, je me disais... S'il n'apprend pas à nous connaître, on est toujours dépendant d'un invité. Puis tu as raison, dans le sens où tu y vas. Je pense à ma façon de consommer du Joe Rogan. Je vois parce que c'est Joe Rogan. Right. Puis après ça, je regarde quel invité, mais d'abord, c'est à cause que j'apprécie comment il conduit son entrevue et sa discussion. Ouais, exact. Mais nous autres, c'est ça qu'on se disait. Puis en même temps, ça allait bien avec notre modèle d'affaires qu'on approchait des gens avec qui ils veulent s'associer à nous parce qu'on faisait... on n'a pas de compte à rendre par rapport à qui on invite. Ouais. Si t'aimes ce qu'on fait, on t'aime ce qu'on fait. Fait que c'est tout. Fait qu'on va le faire. Puis on invite des personnes qui nous ressemblent puis avec qui on veut discuter. Mais on n'a pas de... il faut que tu atteignes tant de vues. Fait qu'il faut que tu amènes tant de personnes. Il faut que tu amènes cette personne-là régulièrement à ton podcast pour atteindre tes... parce que là, tu te dénatures tranquillement puis tu vises les chiffres plutôt que le contenu. C'est exactement ce qu'ils font des médias en ce moment. Fait que tu es pogné avec les mêmes contraintes. Fait t'es pogné, tu sais. Ouais. Je t'ai demandé de dire le nom de ton podcast parce que j'ai pas dit le nom de mon livre. C'est pour ça vas-y. Non, mais ça s'appelle Dans l'Octogone. C'est dans toutes les bonnes librairies. Mais d'ailleurs, c'est juste parce que depuis tantôt, tu disais mon podcast. J'ai dit, on finit par le dire, c'est lequel. Puis, mais tu sais, en tout cas, j'encourage le monde qui tu sais, c'est un peu ça que je veux faire aussi. Tu sais, je trouve que j'ai une tribune intéressante. Tu sais, j'ai bâti une communauté de gens qui me font confiance. C'est génial, mais il y a tellement de monde inspirant, intéressant, puis qui, tu sais, comme vous autres, qui êtes actifs, puis je pense qu'ils appliquent les mêmes valeurs que vous avez appris dans votre sport dans d'autres sphères, puis qui connaissent du succès ailleurs. Fait que j'encourage tout le monde à aller vous suivre aussi, puis à aller voir, c'est ça. Puis si jamais il y en a qui veulent découvrir ça, c'est juste pour la dernière plug que je fais, là, mais c'est Flip and Pick. Honnêtement, c'est un beau projet qui m'a été présenté à l'été.
Puis c'est une application de développement de commerce local. Ouais. Puis c'est vraiment hot, autant où on se parle en ce moment. Puis c'est québécois, c'est à 100% québécois, avec des projets ambitieux, mais c'est vraiment une belle, c'est pas broche à belle point, il y a structure. beaucoup de funding derrière aussi. Oui, non, c'est une compagnie qui est maintenant publique. Donc, non, il y a une immense structure derrière ça. Puis le but, c'est vraiment de soutenir le commerce local à long terme. Et ça, partout dans le monde. Fait que c'est vraiment le fun. C'est une façon d'être récompensé pour acheter local. Et littéralement, là, tu peux avoir de l'argent pour acheter local. Puis, donc, c'est vraiment un super bel écosystème. Là, puis on lance ça très bientôt. Là, on est en grosse phase de développement. Là. Nice. Mm-hmm. Merci, boys. Yes. Ouais, Bon merci retour. à toi, c'est le fun. Bon retour. Merci à toi.